Bonjour, ici Karel, Emma, Alexandra, bienvenue à Pas sorti du bois! Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, plutôt que de vous parler des produits directement, j'ai le goût de vous parler des valeurs de NAC, puis du côté surtout qui est éco-responsable, parce que quand vous choisissez NAC, vous choisissez pas seulement votre prochain allié pour vos longues courses, vos longs entraînements, vous choisissez aussi une marque qui a les valeurs à la bonne place et où les bottines suivent les babines. Première chose, nutrition éco-responsable. C'est fait avec des protéines durables, des ingrédients naturels, c'est des barres qui ont une faible empreinte carbone, puis tout ça sans compromis sur la performance. Quand on parle de la protéine de grillon, c'est la source de protéines complète la plus éco-responsable qui existe. Puis quand on parle des produits à base de plantes, l'empreinte carbone est beaucoup plus basse parce que c'est des protéines de soya, de pois. On a quelque chose qui est complètement ailleurs versus des protéines animales. Autre chose, c'est des produits qui sont fabriqués localement au Canada. Puis ça, c'est important, empreinte carbone qui diminue, notamment parce que les produits sont faits ici et non ailleurs, moyen de transport, vous comprenez la game. Donc ça, c'est des raisons qui, selon moi, s'ajoutent au fait qu'ils ont les meilleurs produits d'endurance sur le marché, que quand on consomme du NAC, quand on achète du NAC, on sait qu'on encourage l'entreprise qui a les valeurs à la bonne place, puis que notre empreinte carbone est diminuée versus d'autres produits qui existent sur le marché. Si tu veux essayer ça, va sur le nacbois.com, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais sur ta première commande. C'est le PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Je sais même pas c'est quoi le numéro de l'épisode. 165! 165! On est prêt? Oui. Je vais laisser ça de même. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 165e épisode de Pas sorti du bois. Vous l'avez entendu en introduction, 3 voix que vous connaissez parce que je les ai reçues à l'épisode 159 et que ça fait vraiment pas longtemps. Karel Cadoret, Alexandra Tremblay, Emmanuel Salambo de Guara, bienvenue, re-bienvenue à Pas sorti du bois. merci. Merci! Ceux et celles qui l'écoutent en vidéo, vous voyez qu'il y a une chaise vide. C'est un concept. On sait pas encore c'est quoi le concept, mais à un moment donné, il y a une troisième invitée qui va arriver. On commence ça à 3, on va finir ça à 4, mais on va tous être là pour entendre votre récit du Mont-Blanc. Je pense que tu nous avais demandé s'il y en avait une qui était en retard. Souvent. Oui! C'est Alex. C'est vrai. Au dernier épisode, on s'appelait dans les genres de questions éclairs où on essayait de voir comment qui dans le groupe répondait à certains attributs. Le retard, c'est vrai, vous aviez dit Alex, puis on a une preuve que vous êtes pas des menteuses. On a une preuve que c'est vraiment vrai, donc on s'amuse. À sa défense, on a comme changé de date et tout ça. Ouais. Bref, c'est vraiment pas grave. En fait, on va pouvoir commencer jaser de ce tour du Mont-Blanc-là et de cette ascension. Pour ceux et celles qui n'ont pas écouté le dernier épisode, je vous dis d'aller l'écouter, mais maintenant vous voulez rester sur celui-là. En 1 minute, Emma, veux-tu nous décrire le projet Immersion Mont-Blanc? Oui, le défi, en fait, Immersion Mont-Blanc, c'était de courir le tour du Mont-Blanc, donc les 175 kilos, 11 000 mètres de dénivelé positif qui traverse la France, l'Italie, la Suisse en faisant le tour du Mont-Blanc. On faisait ça en 4 jours, donc c'était quand même des ultramarathons à tous les jours. Puis ensuite, j'allais faire l'ascension du Mont-Blanc, puis on documentait l'aventure à travers un documentaire d'aventure qui va sortir très bientôt. Intéressant. Donc, on en avait parlé longuement, on avait compris c'était quoi vos motivations derrière ça, qu'il y avait, oui, l'aspect se dépasser, parce que le Tour du Mont-Blanc en 4 jours, l'équipe Salomon Elite font ça aussi quand ils s'entraînent pour l'UTMB. Donc, c'est un gros accomplissement physique, mais il y avait aussi l'aspect de montrer que c'était à la portée de, entre guillemets, tout le monde, de pouvoir le faire. Karel, parle-nous de ce côté-là, inclusivité, ou en tout cas de montrer aux gens que c'est possible de le faire. C'était une des motivations. C'est ça? Ben oui, puis justement, je pense que moi, personnellement, j'étais bien placée pour parler d'inclusivité parce que courir 175 km, moi, c'est l'équivalent de 2 semaines de course. Puis j'avais jamais fait même 2,50 de suite, là. Fait que juste d'avoir fait ça, je trouvais ça un gros défi. Puis, tu sais, je me suis entraînée, mais j'ai pas fait des semaines de 175 km, là. Je faisais des semaines de 70 avec beaucoup de fois le relais, tu sais. Mais c'est ça. Puis finalement, moi, j'ai juste fait 155 parce que à 20 kilos de la fin, j'ai eu un entorse. J'étais tellement fatiguée, là. Puis on peut peut-être parler de ça. C'était vraiment pas drôle, mais c'est que on commence à courir. Puis là, Emma, en arrière de moi, elle dit
voyons, me semble qu'on va trop vite, genre, le pace, c'est pas naturel. Puis là, moi, je réponds, non, là, on va rapidement, là, genre, il reste 20 kilos, on y va. Puis comme de fait, même pas une minute après, j'ai tombé par terre, puis la cheville, tac! Ouais, fait que... C'est vraiment bizarre parce que j'ai comme vraiment eu un sentiment à ce moment-là. Puis c'est parce que ce qui se passe aussi, c'est que nous, c'est notre première expérience qu'on avait une caméra aussi avec nous. Puis la caméra, à ce moment-là, Bjarni filmait Alex. Puis Alex aime beaucoup aller, accélérer dans les descentes. Puis on venait d'avoir eu peur aussi. T'sais, on avait vécu quand même un gros moment. On pourra en parler un peu plus. Là. Quand on reviendra sur le Tour du Mont-Blanc avec Alex. Ouais, exact. Mais c'est ça. Puis justement, à ce moment-là, ben Alex se laissait emporter. Puis moi, j'ai eu un feeling. Je trouvais qu'on descendait vite. Puis là, j'ai Karel, il me semble que... Puis ça a pris 10 secondes, puis ou une minute, je sais même pas. Fait que, Fait que c'est ça, tu sais, les blessures qu'on a eues, c'est pas des blessures reliées à l'entraînement, qu'on s'est pas assez entraîné. Mécaniquement puis physiquement, nos corps, ils allaient vraiment bien. Personnellement, moi, c'était la fatigue. Ouais. C'est peut-être de quoi que je vais dire aux gens s'ils veulent faire ce type d'expérience-là. Pratique-toi à courir genre à 11h le soir, même à 3h le matin, je pense, parce que, tu sais, nous, on se levait à 4h le matin puis on était déjà partis. Ça, c'était de quoi j'avais jamais fait. Mais je pense que sinon, en termes d'entraînement, là, si t'es vraiment partante pour faire ça, tu t'en vas faire beaucoup de dénivelé puis ton corps, il va suivre, là, ça, c'est sûr. Exact. Puis moi, c'est un des trucs qui m'avait le plus... marqué quand vous avez présenté ce projet-là, puis c'est pour ça qu'on a embarqué, puis on fait 2 épisodes, puis c'est qu'on n'est pas dans que la performance, parce que je veux vraiment rien vous enlever, c'est extrêmement performant d'avoir fait ce Tour du Mont-Blanc dans ces vitesses-là, dans cette durée-là, mais on voit beaucoup de documentaires, de films sur des athlètes professionnels, des gens qui font ça de leur vie, puis c'est extrêmement impressionnant, c'est extrêmement inspirant, on aime ça se nourrir des athlètes qui nous entourent, qui nous inspirent, mais c'est le fun des fois de voir des monsieur, madame, tout le monde, des gens qui ont des emplois dans la vie, qui étudient, qui ont pas que ça. Donc, ça montre qu'on peut le faire à travers un horaire chargé. Puis quand on voit d'autres coureurs, d'autres coureuses dans notre communauté, c'est ce qui inspire aussi. Quand on voit une Anne Bouchard qui performe, mais qui a une vie comme monsieur, madame, tout le monde, ça aussi, ça inspire. Puis c'est ça qui va être le fun de ce film-là. Ça va être de suivre 3 filles qui couraient pas entre elles il y a 2 ans. 2 ans. C'est fou, là. Oui. Mais, c'est fou quand tu penses à ça. C'est le fun de voir aussi, tu sais, comme tu dis, du monde normal, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps une compétition de performance. Tu sais, les gens, en ce moment, là, le Mont-Blanc, là, c'est rendu en bas de 20 heures, là, puis il y a du monde aussi normal qui vont le faire en 24 heures. Fait que, tu sais, pourquoi nous, en 4 jours, c'est si impressionnant? Bon, mais c'est ça, l'aspect. C'est que on est du monde de Québec, puis on est ton ami, la voisine. Fait que... Les gens peuvent se rattacher à nous, puis même pour nous, on a aussi souvent un sentiment d'imposteur quand on en parle du projet, parce qu'on est comme, pourquoi on fait un documentaire, tu sais, pourquoi on a envie de le montrer, mais c'est parce que nous, on aurait voulu le voir, ce documentaire-là. Exact. Mais c'est pas parce qu'on se prend pour un autre, on s'entend, c'est vraiment parce que c'est aussi des images puis une vulnérabilité qu'on a envie de montrer à tout le monde pour que nous même faire un petit peu d'introspection, parce que j'ai vu quelques images et ça c'est assez drôle. On vit, on se rend compte de des valeurs qu'on a qui ressortent à travers les 4 jours, de la fatigue, de nos états d'âme qui changent vraiment beaucoup. Je pense que des fois on les oublie parce qu'on est comme un peu dans l'action puis on s'en rend pas compte, mais quand je vois la progression des 4 jours, c'est assez, ça va être beau à illustrer. Puis justement, je parlais avec mon vidéaste tantôt, juste avant de m'en venir, il me posait quelques questions. C'est pas le vidéaste, en fait, c'est notre éditeur. Fait que notre éditeur n'était pas avec nous pour filmer. Puis il a pas vécu les émotions avec nous. Fait qu'il comprend pas tout à fait tout ce qui s'est passé. Puis là, il m'appelait parce qu'il voulait vraiment me poser des questions. Là, je disais... j'avais déjà expliqué un petit peu la progression entre la journée 1 et la journée 4, qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, il me dit « Emma, c'est tellement drôle de vous voir au début, vous regardez les paysages, vous êtes abasourdis même de courir sur de la route, qu'il y a une rivière, vous prenez en photo. Puis rendu à la journée 4, il y a comme un coucher de soleil plombant, c'est magnifique, tu sais, c'est beau, puis vous regardez, vous avez des cernes jusque-là, puis vous avez l'air genre... Il y a pas de montagne autour de vous, là, tu sais. Ah, c'est ça. Moi, je l'ai vu sur les photos, jour 1 jusqu'à jour 4, là, nos visages, là, ils ternissent, ils s'alourdissent, là. C'est fou, ouais.
Ben, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a un projet d'un photographe qui prenait des photos des gens avant et après des 100 000 ou des 200 000. Puis t'as la photo avec le petit dossard comme beaucoup de courses font, mais ils le faisaient aussi juste à la rue. Puis ils l'ont même fait, je pense que c'est Alex Hébert qui l'a fait à Arikana. Donc les gens finissaient leur 125 puis ils allaient tout de suite prendre une photo pour voir la comparaison. Puis c'est fou ce que une journée dans le bois peut faire juste parce que c'est un effort physique mental. 4 jours et plus, c'est sûr que ça a un impact physique. Ah oui. Attends, Alex Berg était à Arcana? Ouais. Oh my god. Ouais. C'est hot! C'est très Ah hot. oui, ben Alexis, tu sais, je l'ai reçu au podcast, puis il y a un bel amour pour le Québec parce que ben je pense que son frère est venu souvent ici aussi. Okay. Puis il était venu à Arcana prendre des images. Puis tu sais, Arcana ont beaucoup un lien avec avec l'Europe là, tu sais, Ludovic Collet qui vient caler les départs, tu sais, c'est malade, là, c'est la voie du trail en Europe qui vient. Fait qu'ils ont plusieurs athlètes européens. Fait que je sais pas dans quel contexte Alexis était venu faire ce projet-là, mais il y a des coureurs qui ont leurs photos avant après, puis c'est ça. Ce n'est qu'une journée, puis sont comme Ouais, oui. sur la face qui descend là. C'est ça, les fois qu'on s'est dit, pour vrai, en ce moment, on est en train de vivre une vie en entier dans ces 4 jours-là. Là. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir justement en image ça va donner quoi, parce que moi j'ai rien vu là. Ouais, je sais, ben c'est Mais la... Toi, les t'es comme filles dans le ont secret rien des vu. dieux, là. Ouais, les filles Hey, ont mais moi rien j'ai vu. peur. Non, non, vous êtes belles. Non, mais pas pour ça, j'ai peur de me voir aussi fatiguée, puis tu sais, ça va souvent creuser dans tes problèmes, je sais pas. Non, mais c'est sûr que c'est difficile de se voir toujours en image, là, honnêtement, dans nos plus bas puis dans nos plus... dans nos plus hauts, on est bien content de se voir comme ça. Ouais. Mais dans nos plus bas, puis... mais il y a une chose que je suis vraiment fière, c'est que puis c'était ma plus grande crainte, je dirais, tu sais, au-delà des craintes physiques que j'ai pu dire en podcast, là, je pense que ma plus grande crainte que j'ai pas vraiment avouée à personne, là, c'est que... Puis là, t'attends, je l'annonce, c'est que j'avais peur que à travers un défi physique aussi important et mental de charge émotionnelle aussi, j'avais peur que il y a des mauvais côtés de moi qui ressortent au final avec la fatigue, tu sais. J'avais peur comme juste que ce soit tu sais, quand tu vas pas bien dans un ultra, que ce soit ça qui ressorte en fait pendant l'aventure, puis que ce soit ça qui soit filmé, puis que ce soit ça l'image après ça qu'on projette de notre tour. Puis ce que je suis vraiment heureuse, c'est que tout le long du tour, on a été vraiment fidèles à nos valeurs, fidèles à nos plus belles qualités, puis nos plus beaux défauts aussi, on les a toutes respectés les unes avec les autres, puis on se connaissait pas toutes en fait vraiment si bien que ça, là. Même Alex, moi on se l'est dit à un moment donné qu'on se connaissait pas avant le Tour du Mont Blanc. Ouais. On s'était parlé 5 minutes seul à seul. Fait que tu sais, tu vas être contente, Karel, je pense. C'est beau à voir, ouais. Ouais, parce que c'est ça, c'est comme tu dis, dans un ultra, t'es tellement fatigué que tu deviens un peu en mode survie, fait que c'est facile de devenir impatiente comme, là, donne-moi la boue. Oui. Arrête de dormir! Mange pas mes Doritos. Non, mais tu sais, dans la vie, on est comme un filtre social aussi, pour le meilleur et pour le pire, mais des fois, dans des situations, t'as le goût de réagir, puis tu dis, OK, il y a ton sur toi qui te fait, non, mais tu peux pas dire ça en société, mais quand ça fait 15 heures que t'es dans les montagnes, dans le bois, quand t'as la fatigue, quand t'as faim, quand t'as plein de situations, des fois, t'as ton sur-toi qui te dit, hey, dis pas ça de cette façon-là, ça va mal sortir. Il est plus là du tout, pis c'est normal que ça arrive dans des situations de fatigue extrême, mais c'est bien de voir que malgré tout ça, ça s'est bien passé. C'est le beau qui est sorti quand même, puis le dur, ben, on l'a vraiment bien vécu tout ensemble. Ouais. Ben c'est ça, parce que ça a pas été un parcours sans embûches, puis c'est normal. Tu t'en vas pas faire 4 jours dans les montagnes, 10 000 mètres de dénivelé positif, 175 km, en disant que ça va aller parfaitement bien. On va prendre l'histoire à l'envers, parce que votre projet Immersion Mont Blanc, tu l'as dit, c'était 2 choses. C'était le Tour du Mont Blanc à 3, et c'était l'ascension du Mont Blanc de ton côté, Emmanuel. J'ai le goût qu'on commence par ça. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé à Chamonix? On va le raconter tantôt. Vous avez fini votre Tour du Mont Blanc. Et là, toi, tu repars quelques heures / jours plus tard. C'était combien de temps entre les deux? C'était à peine 24 heures, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, on est arrivé à Chamonix, puis déjà, tu sais, quand on courait, tu sais, de la Flégère jusqu'à Chamonix, je commençais déjà à... Je focusais sur mes pas, là, mais je commençais déjà à visualiser la prochaine étape. Là, la prochaine étape. Puis tout le long du Tour du Mont Blanc aussi, je l'ai visualisé un peu, là. Je me disais, OK, là, il y a quelque chose qui s'en vient, il faut pas que je l'oublie.
Puis dans le fond, quand on est arrivé à Chamonix, j'ai bien mangé, on a relaxé. Le lendemain, j'ai refait mes sacs, je suis allée acheter mon piolet, mon casque, la nourriture que j'avais besoin. J'ai regardé les prévisions météorologiques, j'ai parlé à mon guide, j'ai acheté mes assurances de montagne que j'avais oublié d'acheter, qui étaient vraiment importantes. J'ai parlé à mes proches, puis on établit le plan de match en fait avec mon guide. La spécificité dans ce cas-là, c'est que l'ascension du Mont-Blanc, on avait décidé que j'avais donc une journée de repos, puis après ça, on partait sur un processus en 4 jours. Processus en 4 jours, 2 jours d'acclimatation, puis tu sais, dans le fond, j'allais marcher avec des crampons en altitude, j'allais utiliser mon piolet, j'allais faire vraiment de l'alpinisme dans les hautes montagnes des Alpes. J'allais dormir haut, redescendre, puis ensuite j'allais passer 2 jours pour faire le processus d'ascension du Mont-Blanc. Donc, on allait commencer une première journée, tu sais, à partir du refuge du Nid d'Aigle à 2300 mètres d'altitude. On allait grimper et dormir probablement au plus haut, genre 3800 mètres d'altitude, refuge du Goûter. Et repartir à 1h du matin pour faire la journée d'ascension au Mont-Blanc, journée 4. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une tempête qui s'annonçait la journée 4, en fait, et des gros vents qui s'annonçaient. Tu sais, c'était impossible de considérer même à Chamonix, c'était une pluie torrentielle avec des tonnerres, puis à Chamonix, on entendait les avalanches puis les chutes de pierres. Là. Fait que tu sais, tu peux pas être dans les montagnes, tu veux même pas être dans les refuges à ce moment-là. Fait que déjà, ça l'a un peu chamboulé le plan et on a devancé en fait la journée d'ascension à la journée 3, ce qui faisait en sorte que c'était le week-end et il y avait plus de place dans aucun refuge en haute altitude. Donc, tout a été un peu chamboulé. Donc, la première journée, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on allait dormir à 3500, faire un petit peu d'alpinisme, un peu de marche. On est allé monter le Marbré. Fait que là, j'ai fait de l'escalade, des choses que je savais pas du tout faire. C'était très épeurant. J'étais comme, oh my god, est-ce qu'on va faire ça pendant l'ascension du Mont-Blanc? Puis là, Morgan, il me disait genre, well, it's easy. J'étais comme, non, je suis en train de mourir présentement. Mais bref, là, au moins, on pouvait voir comment je réagissais à l'altitude et je réagissais super bien. Fait que c'est vraiment positif à ce niveau-là. On a dormi haut. On est redescendu le lendemain matin à Chamonix. J'ai refait mes sacs avec vraiment juste le strict nécessaire pour l'ascension. Puis, on a décidé de faire un processus qui était très agressif, beaucoup trop agressif pour quelqu'un qui... en fait, pour n'importe qui sans guide, là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dormi au plus haut refuge où il y avait la disponibilité, qui était le premier refuge du Nid d'Aigle à 2300 mètres d'altitude. Et on dormait là en espérant qu'à 1h du matin, on allait pouvoir commencer l'ascension en one push jusqu'au Mont-Blanc et redescendre. Oh shit. Avant que les vents se lèvent puis que je ressente vraiment l'altitude parce que là on s'entend que j'avais pas vraiment fait d'acclimatation au final là. J'avais fait une journée la veille mais c'est ça. On essayait on avait un mindset que on essayait de focusser sur le repos parce que j'avais quand même la fatigue du Tour du Mont-Blanc qui était accumulée. J'avais pas trop d'acclimatation puis il y avait des gros vents. Fait qu'on se disait bon, on n'a pas vraiment le choix. On va juste grimper le plus vite possible, le plus tôt possible, le plus longtemps possible, puis on s'accroche. Fait que pour les gens de stats, mettons, qui veulent comprendre, ça ressemble à quoi comme push? Tu dors à 2300, tu montes à 4800. Mais tu redescends quand même aussi à travers ça. Fait qu'au final, tu sais, c'est au moins 3003 mètres de dénivelé positif qu'on a fait. Ben, là, c'est pas ce qui s'est passé. Oui, mais ça reste que c'est extrêmement ambitieux. Ouais. Ça serait extrêmement ambitieux si c'était sur le relais à faire des up and down dans un environnement contrôlé et sécuritaire à 100 mètres d'altitude où il y a des mouches pis c'est tout. Là, c'est un 3300 mètres de dénivelé positif-négatif. Avec un sac dans un à dos. milieu alpin, hostile, avec des températures, c'est un 3300 qui est extrême, là. Ouais, en alpin. Précipice. Ouais, tu sais, on traversait le grand couloir à travers ça. Il y avait de l'escalade de roches aussi. On était encordés. Il y avait, tu sais, tout le poids du sac, les transitions à faire. Souvent, tu sais, c'est comme, t'enlèves ton crampon, tu remets ton crampon. Tu sais, ça va vraiment vite. T'as pas vraiment le temps de manger non plus. Parce que, tu sais, juste enlever ton sac à dos, tu peux pas faire ça n'importe quand. On était vraiment exposés. Aussi, fait que, tu sais, dans le fond, là, si je
push un peu forward, puis je raconte, on est effectivement parti à 1h du matin. J'étais vraiment contente. J'étais donc accompagnée de mon guide, Morgan, et de mon vidéaste, Bjarni. Donc, j'étais avec malheureusement un boys team à ce moment-là. Mais je me sentais vraiment encadrée. Puis Bjarni, j'avais couru avec lui le Tour du Mont-Blanc. Puis Morgan, c'est un coureur aussi. Fait que les deux, ils comprenaient vraiment bien ma réalité. Puis surprenamment, mon corps allait vraiment bien physiquement. Je me sentais pas sore. J'avais peut-être un peu moins de power dans les montées. Mais vite, j'ai pas eu le choix de me réchauffer, puis ça c'est allé, ça a bien été. Fait que, je prends juste une parenthèse. Ouais. Votre vidéaste, il a fait l'entièreté du tour ou? Juste 2 jours. Ok. Il a fait la première journée puis la 4e journée. Mais complètement avec vous. Complètement avec nous. Ah ouais, ok. C'était ses plus longues courses à vie, mais il nous l'a pas dit. Il était complètement cassé, mais il nous l'a pas dit. Et pour le processus d'ascension, il était sur c'est Diamox, la pilule pour l'altitude, là. Okay. Il avait pris vraiment beaucoup de pilules pour se préparer à l'altitude, là. Il était, ouais. Mais c'est vraiment, c'est rare de trouver des personnes qui sont capables d'aller dans des environnements comme ça. Fait qu'il va ramener des images, il a ramené des images qui doivent être exceptionnelles. Moi, je dis toujours qu'il y a beaucoup de documentaires de courses où, tu sais, alpinisme, je n'ai moins vu, mais des documentaires de courses où tu vois des excellentes shots de ravito, puis c'est quasiment juste ça. C'est le fun quand on a des images d'ailleurs. Ouais. C'est ce qui était le fun du documentaire de Jérôme Binette sur Mathieu Blanchard dans le GRA1, c'est que Jérôme Binette, je t'entends dire que votre vidéaste, il faisait ses plus longues journées à vie. Jérôme faisait des journées de 30-40 kilos sur le SIA, puis il y avait pas de volume d'impact, puis il réussissait à le faire pour aller prendre des shots. Fait que c'est le fun de voir qu'on va voir des plans qui doivent être fous. Exact. Là. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment exceptionnel, puis même sur l'ascension, il y a eu quelques moments où est-ce qu'on l'a attendu, on faisait attention à le considérer, puis Bjarni et Morgan, ce sont des frères. Fait qu'ils étaient capables, ils se parlaient entre eux, là, puis ils se comprenaient. Fait que moi, à la limite, j'avais pas cette charge mentale-là de faire le lien entre mon guide et le vidéaste. Ils se parlaient, ils s'organisaient ensemble, c'est beau. Moi, tout ce que je fais, c'est que je grimpe. Ouais, c'est ça. C'est clair. Fait que on commence l'ascension dans le noir à 1h du matin à la frontale, le gros sac à dos, puis c'est ça, puis on commence dans le noir, puis je pense que ça prend 1 heure, même pas 40 minutes. C'est super exposé, mais il fait noir, puis moi j'ai le vertige, fait que je suis bien contente qu'il fasse noir, puis je vois absolument rien parce que je vois pas. Ouais. Fait que ça me rassure au final, puis on voit au loin des espèces de petites lumières, OK? Puis tu sais pas si c'est quoi ces lumières-là, mais je devine que ce sont des gens qui font l'ascension du Mont-Blanc, déjà. OK. Et puis là, je me rends compte en fait que ces lumières-là descendent. Mais ces lumières-là descendent vers moi et on les finit par les croiser et ce sont des alpinistes reconnus qui nous disent « C'est beaucoup trop dangereux, impossible de grimper dans ces conditions. On redescend, ça ne vaut pas la peine, ce serait con de grimper dans ces conditions, blablabla. » Fait que moi, je me retourne vers Morgan puis je me dis « Est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est mauvais signe? Tu sais, est-ce que c'est eux les mauviettes ou c'est nous les mauvais? Ou tu sais, genre, c'est trop quoi? Téméraire, là? Ouais, exact. » Puis il m'a répondu en temps normal, je serais complètement indifférente de des gens qui redescendent. Par contre, ce que tu sais pas, c'est que ces personnes-là qui viennent de redescendre, c'est vraiment des alpinistes reconnus. Là. C'est vraiment du monde que si eux redescendent, attends-toi à ce qu'on descende nous aussi. Ouais. Fait qu'on a continué de grimper toute la journée au final, puis je voyais pas trop les heures passer. Je voyais pas le temps passer. On faisait que dépasser des gens. Morgan, il y avait d'autres qui montaient. Ouais, il y avait d'autres. C'est moins ça encourageant. Vous étiez pas les seuls téméraires. Non, c'est ça. On continuait de voir des gens qui montaient. Mais on n'avait pas un moment de, tu sais, Morgan n'arrêtait pas de me dire attends-toi au pire quand même, tu sais. Fait que je continuais de pousser, mais j'avais aucune attente par rapport à atteindre ou pas le sommet. Je savais juste pas quand ça allait arrêter, si ça allait s'arrêter. C'était vraiment comme l'inconnu. Puis au final, ce qui était surprenant vraiment, c'est que à chaque fois qu'on arrivait dans des refuges puis des choses comme ça, Morgan connaissait un peu tout le monde puis posait tu sais, il parlait aux gens puis là les gens ils me disaient ah ouais vous arrivez d'où, tu sais tout le monde parle un peu de son trajet puis ils vont faire quoi, c'est pas tout le monde qui va faire le Mont Blanc aussi, il y a des gens qui vont faire d'autres voies ailleurs. Puis Morgan à chaque fois
il sortait genre quasiment le torse, là, puis il disait genre, on revient du nid d'aigle, on arrive du nid d'aigle, on va au sommet et on redescend en one push. Puis il se vantait de ça aux gens. Puis là, tout le monde était full impressionné, puis il nous regardait, puis moi, je pensais que c'était normal au final de faire ça. Fait que le fait de voir comme une espèce de peur, de crainte, de surprise, les regards de haut en bas de tous ces hommes-là, parce qu'il y avait pas une seule femme quasiment dans ces voies-là, c'était quasiment un peu épeurant. Je savais pas si j'avais vraiment ma place à travers cette montagne-là, mais je continuais de pousser, puis au final, ça y allait. Ouais. Puis on faisait juste dépasser des gens, mais c'était quand même surprenant. Je voyais beaucoup d'hommes me regarder de haut en bas en me posant, tu sais, un peu genre, voyons la petite qui me dépasse, là. Ça jouait sur leur orgueil. Ouais, carrément. C'est fun, ça. J'étais bien contente. J'étais genre, ouais, la petite, elle va vite, puis elle dépasse. fait que voilà, puis on a eu des petits ravitaux, tu sais, dans le fond, à chaque fois qu'on arrive à un refuge, on a un petit ravitaillement. Et à un moment donné, là, ce que j'épargne, là, c'est le détail du vent. Le vent, là, est énorme, là. Le vent, là, c'est comme... j'ai mes bâtons puis mon piolet, puis il faut que je les serre vraiment fort parce que je pense qu'ils vont s'envoler en tout temps. Puis quand je dépose mes pieds, il faut que je me dise pousse sur tes crampons parce que si je fais pas un bon pas, j'ai l'impression que je vais m'envoler littéralement. Puis ça a été depuis le début, le vent dès qu'on arrivait puis qu'on était exposé, c'était vraiment fort. Et à un moment donné, on était tu sais, on a vu le Mont Blanc, là. Morgane m'a dit, attention, tu vas voir, le Mont Blanc est là, on va voir le sommet. Il a l'air loin. On continue encore un petit moment, puis dans pas longtemps, on est là dans 30 minutes. Puis là, on est arrivé à ce moment-là où il restait 30 minutes, puis je me rappelle, il m'a donné une compote de pommes, j'ai mangé toute ma compote, était genre, you eat, ben, en français, il me disait, tu manges ta compote? Puis on est au sommet dans 30 minutes. Puis je disais, est-ce que c'est vraiment ça, le Mont Blanc? Parce que j'étais comme un peu buzzée, là, tu sais, on grimpait tellement vite, j'avais pas le temps de réfléchir, j'avais pas le temps de me rire. Il t'aurait dit, on est rendu, puis t'aurais fait oui, c'est vrai. Oui, ouais. Et puis je me rappelle, je disais, dans le film, on va voir, là, j'ai l'air d'un enfant il me donne la bouteille d'eau pour que je l'ouvre puis que je la bois, puis je fais juste comme apporter mes lèvres à la bouteille d'eau pour qu'il m'abreuve. Puis là, il me dit, no, you take the water bottle and you drink by yourself. Ah! Puis là, après ça, je lui demande, Morgane, are you mad at me? Il est genre, no, I'm just being decisive. Mais tu sais, c'est juste pour donner une idée à quel point je suis comme, je sais plus, moi, je fais juste avancer, là, au final, là, tu sais. J'ai pas de cervelle, là. Fait que, mais bon, en tout cas, je continue d'avancer. Puis là, on arrive vraiment au moment, je regarde en haut, puis on était isolés du vent, fait que c'était le dernier moment, on met toutes nos couches, on a tous les bas chauffants, les gants chauffants, on a tout, il faisait un froid, là, il faisait vraiment froid. Puis j'ai même mes lunettes de ski, puis à chaque fois que je grimpe, je dois mettre dans le sens contraire au vent parce que je ressens déjà plus comme tout mon côté droit. Puis il me disait on est là dans 30 minutes. Puis là je commence à vraiment me visualiser sur le sommet là je commence à voir que ça va être magnifique, puis je suis tellement fière de moi, puis je pense que comme 5 minutes plus tard, on se trouve sur une arête. J'ai de la misère à faire un seul pas en avant sans tomber, mais on était sur une arête vraiment exposée, puis j'essayais d'avancer, mais c'est comme si à chaque pas que je faisais, j'allais soit tomber à gauche, là je mettais du pas vers la droite, là la rafale de vent m'amenait vers la droite, puis j'étais pas capable de me stabiliser. Morgane me tenait par la corde, puis mes bâtons allaient s'envoler, tout allait s'envoler. Puis là, je disais « Wait a second, Morgane », là, je me suis comme mis sur mes genoux quasiment là pour me stabiliser. J'ai dit « Wait a second », genre, il faut vraiment que je prenne 2 petites secondes pour bien mettre mes pieds parce que on va tomber. Puis il s'est retourné vers moi, il a pas attendu 1 seconde, il a dit « There's no way I'm gonna die today, we go down ». Puis là, il a appelé Bjarne qui était à côté, il a dit « Bjarne, come back down ». Lui, il était plus haut. Ouais, il était en train de prendre des shots en haut de nous qui grimpaient. Puis ça a été une descente tellement triste, je pleurais comme un bébé. Je pleurais là, j'étais pas capable d'arrêter de pleurer, puis je comprenais pas pourquoi on avait dû redescendre parce que je me disais mon Dieu, on était là puis je voulais juste aller plus lentement. Je veux juste aller plus lentement, je vais y arriver là, mais juste plus lentement. Mais ce qui m'expliquait, c'est que les rafales de vent sont à 110 km/h là, dans 200 mètres,
parce qu'on était à 200 mètres du sommet, c'est encore pire. Ouais. Puis là, tout le monde s'est mis à redescendre autour de nous aussi. C'était vraiment... la gendarmerie est même sortie pour arrêter les gens d'aller vers l'ascension. Tu sais, c'était vraiment... C'était quelque chose. Fait que c'est comme ça que s'est terminé mon ascension du Mont-Blanc à 200 mètres du sommet, avec beaucoup, beaucoup de larmes. On dit souvent, quand on parle que de trail, on n'est pas à 4800 dans le vent, que la montagne a toujours raison. Il y a des journées où la montagne a raison. Et les conditions font que c'est juste impossible ou complètement insouciant de l'essayer. Avec le peu de recul qu'on a, ça fait 1 mois que vous êtes revenu? Ouais. Avec le peu de recul, là, comment tu te sens? Est-ce que dans ta tête... non, vas-y. En fait, il y a beaucoup de choses. La première chose que j'apprends de cette expérience-là, avec du recul puis en étant rationnelle, c'est que c'est important de... J'avais peu d'expérience, mais j'ai acquis un peu plus d'expérience de sorte que je vais être capable beaucoup plus de questionner des guides, les décisions de des guides qui vont prendre, parce que, mettons que je revois la situation, j'aurais fait beaucoup de choses différemment. Ouais. On est parti beaucoup trop tard. À 1h du matin, partir... alors que les gens autour de moi partaient à 1h du matin de 3800. Nous, on est parti de 2003 à 1h du matin. J'aurais pu partir à 10h. Ça aurait été... on serait arrivé beaucoup plus tôt. Les vents auraient été plus faibles. Ça, c'est une des décisions. Apprendre à se faire confiancer. Je me disais, j'ai pas l'expérience, je peux rien dire. C'est lui qui connaît tout. Mais quand tu veux vraiment fort quelque chose, puis que ça sort... tu sais, que tu remets dans les mains de quelqu'un d'autre les décisions... tes opinions puis tes questions, ça vaut la peine de les poser parce que peut-être qu'il y a quelque chose là. Fait que ça, c'est une des choses. Puis après ça, je suis vraiment juste humble par rapport à la montagne parce que, honnêtement, je suis certaine que c'est arrivé pour une bonne raison. Je pense que, Chamonix m'attend l'année prochaine, tout simplement. J'ai vraiment hâte d'y retourner parce que je sais que ça va m'attendre à nouveau. Puis j'ai comme l'impression que le Mont-Blanc, je vais vouloir le grimper sans guide, à ma propre façon. Fait que ça va juste être une autre expérience qui sera peut-être plus meaningful, puis pour l'aventure en elle-même de l'immersion Mont-Blanc, ça n'empêche pas que je l'ai définitivement vécu. Je suis allée chercher l'expérience que je voulais vivre. Ben oui. Je suis allée chercher de la confiance en moi sur des volets que, mon Dieu, j'ai jamais fait d'alpinisme de ma vie. J'avais aucune espèce d'idée. Maintenant, j'en ai un petit peu plus. Je suis encore très newbie, là. Mais, fait que non, je pense que je suis vraiment allée rechercher tout ce que je voulais, mais c'est sûr qu'à chaque fois que je pense à Chamonix puis je regarde ces images-là, j'ai comme vraiment des émotions. Je me sens, je pleure souvent, là. Si c'était pas de la course des chic-chocs, je pense que j'aurais encore une larme. Parce que justement, tu sais, ça, c'est vraiment aller chercher tout de ma personne au final, puis c'est la plus belle montagne que j'ai vue de ma vie. Fait que... Puis tu sais, dans votre projet, il y avait le Tour du Mont-Blanc, il y avait l'ascension du Mont-Blanc, mais le projet, j'ai l'impression, en tout cas de ma perspective, que c'était beaucoup plus que compléter le tour ou compléter l'ascension. Tu sais, il y avait pas c'était pas un concours puis celui qui arrive en haut gagne ou celui qui termine la boucle le plus vite gagne. C'est une expérience humaine que vous avez vécue, d'abord vous 3 pour le tour, ensuite toi et 2 autres personnes avec le guide et les vidéastes pour monter. Vous avez quand même vécu quelque chose, puis ça, le récit est exceptionnel que tu te sois rendu à 200 mètres ou pas, là. Ouais. Et oui, puis l'expérience de tout ça, cette aventure a commencé en avril avec toute la communauté qu'on a fait notre backyard, puis elle est pas finie, là. Il y a encore le documentaire qu'on va présenter et tout, fait que c'est incroyable, là. Dans le fond, c'était une grosse aventure de presque 1 an, là, qu'on va faire, là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi pour ça, je pense que ça m'émouvait, ça me rendait autant émotive, en fait, tu sais, de redescendre à ce moment-là, parce que c'était comme si c'était déjà la fin, puis j'avais pas pu la vivre, cette fin-là. Même sur l'arrêt, j'aurais peut-être pu prendre 2 minutes encore sur l'arrêt, s'il vous plaît. Ouais. Mais rendu là, c'est une question de vie ou de mort, littéralement, là. C'est une expression qu'on dit souvent dans la vie, une question de vie ou de mort, puis ça l'est jamais quand on le dit. Là, dans ce cas-ci, c'est carrément ça, là. Quand il m'a dit ça, there is no way I'm gonna die today. J'étais comme, de quoi tu parles? On va pas mourir. Il m'a dit, tu perds pied, je meurs. Et toi aussi, en passant. Fait que, tu sais, comme, la première chose qu'il m'avait dit aussi, par rapport à ça, c'est, OK, si tu tombes, je dois me pitcher d'un côté pour venir équilibrer vu qu'on est encordé. Mais si je tombe, par contre, t'as beau te pitcher d'un côté, là, tu me rattraperas jamais, là. Fait que genre, t'es juste, y a rien. Tu sais, genre, y a rien que tu peux faire, ma belle. Pendant que tu montes, est-ce que tu
penses à ces choses-là? De se dire, tu sais, je veux dire, tu le racontes, on a du recul, on est là à t'écouter, c'est un récit, on comprend le danger extrême dans lequel t'étais, mais quand t'es dedans, quand t'es accroché à ce gars-là, que vous montez, que, je veux dire, c'est long une ascension comme ça, c'est plusieurs secondes à combiner ensemble où est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu te dis, je pourrais mourir à chaque seconde? Puis c'est littéralement le cas quand t'es rendu peut-être pas tout le long de l'ascension, mais rendu en haut. Hein. Mais non, en fait, j'ai toute la préparation, je me disais, tu sais, quand j'ai dit bye à ma mère, genre, je me disais, ben, je vais peut-être mourir, genre, on sait pas, tu sais. Pour vrai, on dirait que je me disais, tu sais, comme, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. Évidemment, c'est pas ce que je souhaitais, mais je voulais vraiment me préparer un peu à tout, ce qui est bizarre. Puis, mais tout le long, j'ai tellement juste focusé 100% de mon énergie à mettre un pas en avant et le bon pas en avant. Et comme, tu sais, je pense qu'il y a pas une pensée qui est entrée dans ma tête qui était différente que bois, mange, avance. Bois, mange, avance. Rien d'autre. J'ai pas pensé une seule chose. J'ai juste posé des questions à Morgan, genre, is it a bad sign? Tu sais, des choses comme ça. Mais je l'écoutais même pas dans la réponse. Je voulais grimper. Wow. Ben, félicitations pour ça. Merci, je veux dire, c'est gentil. Sommet ou pas, c'est malade. Puis il y a des milliers de coureurs qui se lancent sur le Tour du Mont-Blanc, des randonneurs qui regardent le pic en haut puis que ils sont là pour ça, ils sont là pour le regarder. Toi, t'as essayé de t'y rendre. C'est immense que t'as essayé. Merci. Puis j'ai l'impression à t'entendre qu'il y a une partie 2 à cette aventure-là. 100%. 100%. Bon, voilà. Ouais. Des fois, ça prend plus qu'une fois pour l'avoir. Puis on va suivre ça l'an prochain. Merci. Oh, j'entends Alexandra qui arrive, fait que regardez ce qu'on va faire, on va se prendre une petite pause, on va y laisser le temps d'arriver, on a un message d'un partenaire puis on se reparle dans 1 minute. Les 14 et 15 septembre prochains au Centre culturel Saint-Jean à Bromont, venez découvrir le film Carrez-vous de Caroline Côté qui raconte l'aventure d'Anne Bouchard et de son équipe sur le Sentier international des Appalaches à l'été 2021. Vous connaissez Anne, elle est venue plusieurs fois au podcast, puis chaque fois, elle nous a inspirés. Elle était venue raconter cette aventure-là de 635 km et 24 000 mètres de dénivelé positif au cœur des Appalaches. Et là, on le vit vraiment de l'intérieur avec des images à couper le souffle. Vous connaissez Caroline Côté, c'est une cinéaste exceptionnelle qui va là où les autres vont pas parce que c'est une ultra-marathonienne. Donc elle, ça ne fait pas peur de monter puis de suivre Anne sur des tronçons éloignés, reculés. Donc ça donne vraiment un film qui est réaliste, qui est de l'intérieur, qui est vrai, qui est raw. C'est exceptionnel. Une aventure multijour comme celle-là, ben, c'est rempli d'anecdotes de haut, de bas, puis comme à son habitude, ben, Anne vit tout ça avec intensité, transparence, sensibilité et ouverture. Bref, vous voulez pas manquer ça. Pas sorti du bois est partenaire média de cette tournée de projection-là qui a commencé au printemps à Québec et à Montréal. Puis maintenant, c'est aux gens de l'Estrie de le découvrir. Rendez-vous sur le culturebromont.com dans la section programmation, puis procurez-vous vos billets avant qu'il en reste plus. Je rappelle que c'est le 14 et 15 septembre prochain. Ne manquez surtout pas votre chance. J'ai envie qu'on revienne en arrière, puis on parle à ce Tour du Mont-Blanc-là, qui était la première étape sur 2 de votre projet Immersion Mont-Blanc. Vous arrivez à Chamonix. Il vous reste combien de temps avant de partir? Est-ce que les préparatifs ont bien été? Est-ce que, entre le moment qu'on a enregistré, que vous étiez en train de tester vos sacs, puis là, est-ce qu'il y avait eu des rebondissements, ou là, vous étiez prête, puis tout allait bien? Ben, oui. OK. On est arrivé 2 jours. Ben, moi pis Karel, on était 2 jours d'avance. Ben non, mais toi aussi. Moi aussi. Ben oui, on était toutes 2 jours d'avance. Hein. On dirait que c'est 1 mois, mais ça fait quand même assez longtemps. On est arrivé 2 jours d'avance. Je pense c'était plus comme comment qu'on allait construire, si on pourrait dire, notre sac. Fait que je pense qu'on avait toutes déjà testé notre sac, mais c'était vraiment avec le stock vraiment qu'on avait besoin. Puis là, on se questionnait, tu sais, est-ce qu'on amène un puffy en haut? Là, Emma, elle amenait pas son puffy. Fait que là, moi puis Karel, on était comme, ben là, nous, on gèle tout le temps. Fait que là, c'était vraiment plein de petites questions de est-ce qu'on fait ça ou pas? La brosse à dents, tu sais, autant niaiseux que ça, la brosse à dents, elle rentrait pas dans un ziploc. Fait que Karel, elle l'avait coupée en 2. Fait que checker ma brosse à dents, elle était comme c'est ben trop gros, elle coupe ma brosse à dents, tu sais. Fait que c'est des petits ajustements comme ça qu'on a pris le temps là pour les 2 jours avant. En même temps, sinon ben c'était vraiment de relaxer. On a eu la chance aussi de monter à Brévent, qui est juste devant le Mont-Blanc.
Fait que on est monté En téléphérique. Oui, c'est ça, on est monté en téléphérique, on n'a pas fait le kilomètre vertical là. Fallait se sauver les jambes. Puis j'ai oublié d'autres choses. C'est ça. Non, c'était pas mal ça. Puis moi, petite anecdote, justement, avant d'arriver à Chamonix, j'étais dans le sud de la France à un mariage et j'ai fait un choc vagal. Pour vrai, je pense, c'était dans l'église en plus et j'ai presque mouru. Non, mais pour vrai, j'allais vraiment pas bien. Là, tout ce que tu peux penser, là, ça m'est arrivé. Puis 2 jours après ça, j'étais à Chamonix puis on se préparait. Fait que je pense que mon corps, là, il venait de vivre un gros choc, là. Fait que pendant, ces 2 jours-là, je prenais des électrolytes, j'essayais de me reposer. Puis je me rappelle, j'étais allée faire un petit 5 kilos dans Chamonix puis j'avais mis up avec Alex. Oui. J'étais vraiment essoufflée, là. Puis c'était juste un 5 kilos, fait que mentalement, ça travaillait quand même, mais finalement, ça s'est bien passé le départ et tout. Puis on a aussi eu la chance de rencontrer Bjarné aussi à ce moment-là. Fait que tu sais, on était comme en mode dernier préparatif. Moi, je trouvais, quand je suis partie de Montréal, il y avait la tornade. Là. Oui. Puis tu sais, on était comme jeudi soir. Puis je savais que j'allais arriver à Chamonix le vendredi après-midi pour un départ le dimanche. Mais là, quand il s'est mis à avoir la tornade, puis là, je me disais, mon Dieu, je vais-tu finir par arriver à temps pour le départ du Tour du Mont-Blanc au final? Tu sais, comme, on se serait pas attendu à ça. Mais finalement, ça a bien été. Fait que j'ai pu arriver. Mais j'étais aussi encore... tu sais, en décalage horaire, fatiguée d'avoir transporté tous ces sacs parce que j'avais des énormes sacs. Fait que, ouais. Mais non, on avait vraiment hâte, je pense, direct de partir courir, là. Je comprends. Ouais. On va le séparer en 4 jours parce que c'est ça que ça vous a pris. Jour 1, c'était quoi le plan de match, Karel? OK, bon, mais plan de match, on part à 5h du matin, puis il y a Björn et sa copine qui viennent nous rejoindre à notre refuge. Puis finalement, on part pas à 5h du matin, on part à 6h. Pourquoi? La montre à Emma est pas capable de télécharger le parcours. Je sais pas pourquoi, mais la veille, on n'a pas pensé à ça, personne. Fait que là, on est là, OK, on fait le trajet du TMB. Comment qu'on se rend? Par où? Faut partir de l'église, mais après, on va où? On savait pas. La seule chose qu'il faut penser, tu sais, quand tu fais quelque chose, c'est télécharger la map. Mais moi, j'avais téléchargé la course Strava de Kelly Scheid. J'allais descendre Strava. J'avais essayé Marianne Hogan, sauf que malheureusement, Marianne, il y avait eu un bug sur son Strava. Fait que j'avais pas pu télécharger sa carte. Fait que je suis allée voir Kelly Scheid qui avait gagné. Je me suis dit, on se met dans un esprit de winner. Fait que je suis allée la télécharger. Je l'ai téléchargé sur ma montre, mais j'ai pas téléchargé les maps de la France, l'Italie et la Suisse sur ma montre. Fait que c'est ce que j'ai essayé de faire entre 5h et 6h du matin et ça n'a pas fonctionné. Donc finalement? Ben finalement, c'est là qu'on a réalisé que de un, c'était un peu idiot de se fier juste sur la carte d'une personne sur une montre. Moi puis Karel, on était comme, on se fiait tellement à Emma, puis c'était comme Emma va l'avoir sur sa montre, elle a la plus grosse montre du monde. Fait qu'elle a pu avoir le plus de données possible. Fait que finalement, moi je l'ai mis sur ma montre, qui est une petite Corosse. Ça a fonctionné. Puis Karel, elle l'a chargé sur son cell. Fait que là, on était rendu à 3 maps, mais 1 heure plus tard. Toutes pas si bien que ça. Oui, puis tu sais, vous avez sûrement remarqué sur nos activités Strava, là, nos parcours, c'est n'importe quoi, là. Il y a une fois, Emma, elle a manqué 10 kilos. Après ça, c'est Alex qui manquait 20 kilos. Là, il y a moi, ma montre à mort. Fait qu'on sait même pas, au final, vraiment ce qu'on a fait dans les journées. Puis ça, c'est à cause que nos téléphones, nos montres... Tout lâchait, tu sais. Fait que... Ouais. Au final, tu sais, oui, on a réussi avec les montres et tout à se démêler, mais... Mais là, c'est où qu'on est allé après ça, là? C'était dans le fond, on est parti de Chamonix à 6h du matin. On a fait de la route. Ah oui, on a fait un bon 7 km de route là, puis là tu étais excité là. Je pense qu'on roulait vraiment vite pour se rendre à Les Houches. Dans le fond, Les Houches qui est le véritable départ du Tour du Mont-Blanc. Fait qu'on s'est rendu là. Ouais, parce que nous, on faisait le parcours officiel de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, donc c'est pour ça qu'on avait 7 km sur la route. Par contre, je pense que les gens, ils vont soit prendre la trail qui est sur le côté ou partir des Ouches, puis ils vont aller faire le col du Tricot, si je me trompe pas, au lieu de passer par Saint-Gervais-les-Bains. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'en reparlait. On ferait pas la même chose, sachant parce que Saint-Gervais-les-Bains, tu sais, je pense que t'es passé là toi aussi. Non, je serais pas là. Non, ben tu sais, c'est comme des champs, t'as des vaches, c'est cute, mais je pense que le col du Tricot aurait été 100 fois mieux. Fait que ça, c'est de quoi qu'on a réalisé pendant. Aussi, c'était notre première journée de tournage, puis très intéressant, parce que
être collé avec quelqu'un qui nous filme dans tous nos faits et gestes. Moi, à un moment donné, j'étais allée aux toilettes, puis là, j'ai dit aux filles, attendez, tu sais, je vais aller un peu plus vite, puis je vais aux toilettes. Mais là, lui, il parle en anglais, il comprend pas, là. Il commence à me courir après. Mais puis là, on j'étais lui comme, disait, en plus, she's going to the restroom, Bjarné, stop, pis il était comme, I want to film this. this is good for the movie. This is good for the movie. Il était comme moi, c'est ça que je veux, là. Je veux des moments comme ça, là. Karel qui est aux toilettes dans le bois. Fait que, tu sais, on s'est adapté, puis là, après ça, tu sais, on a compris que, en fait, c'est vrai, là, faut faire documentaire, faut filmer. Puis on s'est rendu jusqu'au refuge des Prés. Ouais, ben en fait par rapport à ça justement on n'avait pas tant calculé justement chaque kilomètre entre chaque refuge. Puis c'était semi-voulu, on voulait vraiment une aventure, un petit peu de découverte. C'est quand même difficile de le découper parfaitement là, tu sais, cette journée-là justement, refuge. on pensait qu'on allait faire 39 kilos, je pense. Ouais. Peut-être un petit peu moins même. Finalement, C'était notre c'est plus plus 48. petite journée. 42. On a fini avec un 42 notre première journée. Mais les 4 kilos, c'était en montée, là. Oui, les 4 derniers kilos, dans le fond, c'est pour rejoindre Refuge des Prés, qui était plus haut que le parcours. Puis c'est ça. Ça nous approchait de la variante du col. En fait, ça nous rapprochait du col du Bonhomme. Fait que c'est comme une variante du parcours qui nous rapprochait le lendemain matin du col du Bonhomme. Fait que c'était quand même payant parce que la journée 2 allait être une journée assez extrême. Puis là, finalement, ben, on était déjà quand même assez haut, là. Puis le refuge était magnifique, le refuge des Prés. C'est un nouveau refuge, une nouvelle construction. Personnellement, c'est un des highlights, je pense, du Tour du Mont-Blanc. Ouais. Vraiment recommandé. Aussi, je savais pas, mais c'était 3 services, la nourriture. On avait entrée, repas, dessert. Moi, je capotais. Je m'attendais à avoir un crouton sec, là. Puis finalement, c'était incroyable, là, avec la vue. Fait que ça, c'est un refuge qu'on recommande vraiment. Oui, vraiment. Puis, Là, j'y allais, sachant que vous faisiez plusieurs jours, on avait parlé au premier épisode parce que vous aviez fait certaines courses par étapes, donc le processus de récupération de repartir le lendemain. Quand vous arriviez à votre point final de la journée, est-ce qu'il y avait un processus, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous faisiez à chaque jour pour vous préparer, récupérer un peu en vue du lendemain, ou on profitait de la vie? On faisait n'importe quoi, là. Tu sais, il y a une journée, on était comme... On a pris notre douche en 2 minutes parce qu'on était en retard, là. On en reparlera, mais tu sais, on faisait n'importe quoi, là. Des fois, on mangeait, pis là, hey, il faut pas que je mange ça. Moi, j'étais, Emma mangeait des affaires avec du gluten. Elle était allergique au gluten, tu sais. Ça marchait pas, ça marchait pas, mais là. on oubliait de faire notre holus, on le faisait avec de l'eau le lendemain, genre la journée même. C'était... On s'adaptait en fait à ce qu'on avait à ce moment-là, puis tu sais, on mangeait tellement bien toute la journée, là, on faisait que manger, fait que tu sais, on n'arrivait pas oh mon Dieu, j'ai faim, il faut que je prenne ma portante. Non, ça fait une heure, j'ai mangé 4 portantes. Mais des fois on avait une pomme qui nous attendait, tu sais, une petite chose qui nous rendait heureuse. Fait que là, quand on avait notre pomme, c'est genre ouh les filles, je mange ma pomme. Puis là fait que ça nous rendait heureuse. Puis sinon on prenait notre douche des fois aussi habillée pour essayer de laver les vêtements, pas trop puer. Ouais. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que les refuges, ils nous aimaient de moins en moins. Puis je me pose la question si c'est l'odeur. Mais je sais pas. Ça peut faire partie de la réalité du Tour du Mont-Blanc. Effectivement. Moi, les seuls arrivés là avec le même linge depuis 4 jours. Ouais, mais quand même, on se lavait, puis on avait apporté un déo à 3 quand même. Ouais. Oui. Puis une brosse à dents. Non! Une brosse à dents chaque. Non! Une brosse à dents chaque avec du dentifrice, bien sûr. Mais anecdote, OK, tu sais, on n'a pas fait de place pour... moi, j'ai pas fait de place pour un puffy bag. Il y a bien des choses que j'ai dit, non, j'apporte pas ça. Par contre, on a traîné tout le long du Tour du Mont-Blanc le livre « Vivre d'aventure » de Mathieu Blanchard. Parce que on se sentait vraiment inspiré par Mathieu, puis on s'est dit qu'on allait trouver ça difficile, on allait le lire. Mais finalement, on était toujours trop fatigués pour le lire. Fait que j'ai juste traîné tout le long. On le lit une rien. Genre, ça a duré 2 secondes. Mathieu, c'était notre gourou, là. Juste avant de partir sur le Tour du Mont-Blanc, on était sur le téléphérique du Brévent avec Colin, justement, le photographe. Et là, on a pris un moment pour respirer avec la montagne, puis Emma nous lisait des mots de Mathieu, puis on était là, oh, c'est tellement bon! On se prenait en photo qui lisait Mathieu Blanchard, puis on était vraiment inspirés, puis là, on était comme, oh, on peut pas partir le Tour du Mont-Blanc sans Mathieu! Et puis là, on a couru avec Mathieu. Ben, j'ai couru avec Mathieu, tu sais. Ouais, il était dans mon sac. Toi, tu l'as traîné tout le long. J'adore, parce qu'en fin de semaine, chez Chic, tu jases avec plein de monde, puis
Je racontais avec un coureur, tu finis ta course dans ta veste, tu fais, hey, j'ai traîné ça tout le long, je l'ai jamais utilisé. On a toute une barre ou quelque chose qui est pas dans le matériel obligatoire. Tu finis ta course, tu défais ta veste d'hydratation, tu fais, hey, pourquoi je traînais ça? Je savais que j'allais pas le... Peu importe, ouais. Mais là, toi, c'est un livre. Mais bon livre, là. Oui, c'est ça, c'est un gros format, c'est pas un format de poche, là. Non, mais fun fact, OK, ça, c'est encore plus drôle. Il y a des photos, OK, que quand il y a plus vraiment beaucoup, mon sac est devenu transparent, on voyait le livre de Mathieu Blanchard à travers mon sac. Et, second fun fact, notre éditeur du film, c'est lui qui a édité le dernier film de Mathieu, Quest for Speed. OK. Fait que là, quand il me dit, hey, connais-tu le coureur Mathieu Blanchard? Je dis, oui, j'ai couru avec lui le Tour du Mont-Blanc. Fait que Mathieu, si tu écoutes, sache que t'as accompagné les filles sur leur Tour du Mont-Blanc. C'est excellent. Fait que jour 1 fini, 42 km avec une bonne montée pour la fin. Physiquement, ça allait bien? Oui, je pense que jour 1, ça a bien été pour tout le monde. C'est pas mal le jour 2, là, parce que jour 1, 42 km, bon, on a tout déjà fait ça, hein, facile, non, c'est pas vrai. Mais le lendemain, je pense que c'est le lendemain, là, vraiment, que les bobos se sont plus ressentis, là, quand on avait plus 60, 70 km dans les jambes, là, c'est là qu'on commençait à se plaindre de douleur. Jour 2. C'est aussi ce fameux jour 2-là qu'on est arrivé en retard au refuge Berthonet. Puis aussi la veille, juste avant de partir, Björn nous avait dit, là, les filles, vous faites un documentaire. S'il arrive de quoi, tu filmes. Il y a quelqu'un qui tombe, tu filmes. Elle pleure, tu la filmes. Ouais. Puis je pense que moi, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête vraiment profondément. Puis justement, il y a des fois que je voulais vivre des émotions intenses. Maintenant, je suis plus capable, je veux pleurer. Puis j'étais comme, ben là, est-ce que si je pleure, ils vont me foutre la caméra dans la face? Puis tu sais, ça va genre être, attendez, je veux pleurer, mais filmez-moi pas. Fait que ça, c'était de quoi que on s'est reparlé, puis on a seté comme notre limite là, de qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on veut filmer. Fait que ça, c'était pas mal le jour 2. L'adaptation de maintenant filmer seul à seul, qu'est-ce qu'on veut dans le documentaire. Mais la journée 2, c'est une journée qui a été stressante puis difficile parce que comme Karel l'a dit, puis c'est comme si on savait qu'on allait avoir une grosse journée, donc on partait du refuge Les Prés jusqu'à on dépassait Courmayeur puis on allait au refuge Bertone. Ouais. Puis pour se rendre au refuge Bertone, ben il y a une bonne grosse dernière montée à la fin qui est un peu l'équivalent du Mont-Saint-Anne qu'on monte par la crête. Tu sais, si on peut dire, ça monte quand même vite. Puis on n'avait pas vraiment pensé au fait que on allait avoir autant de kilomètres, autant de dénivelé positif. On avait bien avancé tout le long de la journée, mais en après-midi, tu sais, il y a comme des downs qui se sont passés, fait qu'il a fallu vraiment qu'on se soude ensemble pour que la première à se mettre en avant, elle donne un pace là, qui avance vraiment vite, puis que on essaie de closer le gap sur le temps qui nous manquait pour nous rendre au refuge Bertone. Puis il fallait rester quand même assez focus parce qu'on savait que si on n'arrivait pas à temps au refuge, il allait pas avoir c'était possible qu'on n'ait pas notre nourriture ni notre lit. Fait que qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas notre refuge ni notre lit? On se rend au prochain refuge ou on redescend à Courmayeur. Mais le prochain refuge était loin, puis Courmayeur, on n'avait pas de logement non plus. Fait que tu sais, c'était un peu stressant. C'est l'inconnu qui rend ça stressant au final. Il y avait pas vraiment de moyen de communiquer. On a essayé de communiquer avec le refuge Bertone aussi quand on était à Courmayeur parce qu'on sentait qu'on allait être en retard. Puis il y a comme une limite à stresser les gens. Tu sais, quand tu te sens pas bien, là, tu peux pas avancer plus vite. Peu importe que tu aies un deadline ou pas, tu peux juste pas aller plus vite. Fait que là, c'est ça qu'il fallait faire attention. S'encourager à aller plus vite, mais en même temps, respecter qu'on peut pas aussi aller plus vite. Puis ça a été la première étape de une vraiment belle communication entre nous trois, puis vraiment une équipe soudée puis solidaire pour toutes les prochaines étapes par la suite. On est allé se parler de nos insécurités, de ce qui nous a dérangé. Tu sais, moi là, j'avais la pression du film, je me sentais donc bien mal que Karel sente mal à certains moments d'avoir des émotions. Parce que je me disais, my God, c'est moi qui ai amené l'idée du film, là. Tu sais, ça me tente pas, là, d'être cette personne-là qui amène cette pression-là. Fait qu'on a vraiment, tu sais, pris le temps d'aller deep dans qu'est-ce qu'on sentait respectivement pour, après ça, avancer puis se sentir vraiment mieux. Puis de vivre notre moment, tu sais. Puis à tous les jours, en fait, on savait pas non plus exactement comme combien de kilomètres. Ben, on en a parlé là
Fait que, tu sais, on savait qu'on avait comme un plus ou moins 46 kilomètres. Puis oui, les montées, ils étaient rough, mais tu sais, les descentes aussi. Tu sais, dans ce 46 kilomètres-là, je pense, on avait un 10 kilomètres de descente. Mais comme, tu sais, à un moment donné, descendre, là, tu sais, on dirait que c'est quasiment plus le fun de monter que de descendre. Puis des fois, ben moi, je checkais vraiment avec mon All Trail. Là. Je checkais, je prenais le spot de où qu'on était, puis j'essayais de calculer. Puis là, je disais aux filles, il nous reste 10 kilomètres. Puis finalement, il en restait, c'est ça, il en restait comme 15. Mais tu sais, c'était comme tellement dur de savoir combien qu'il nous restait parce qu'il y avait rien de, tu sais, on pouvait pas prendre Google Maps puis faire comme on est là, on s'en va là. Nous, on avait pris la décision de pas avoir de réseau cellulaire. Puis si j'avais téléchargé mes maps, j'aurais pu le savoir, mais évidemment, je l'avais pas fait. Ouais. Puis c'est quand qu'on s'est... Dans le fond, on est parti de Contamine-Montjoie cette journée-là. On s'est rendu... on a dîné, un super bon dîner à Refuge Elisabetta. Ouais. Puis là-bas, dans le fond, en fait, c'est la seule place où tu peux manger sur comme le 46 km. Okay. Fait que tout le monde est là. Fait que là, fallait monter. On est monté manger au restaurant. Puis là, c'était tellement broche à foin, là. On était comme, il y avait pas de place, mais là, nous, on voulait la vue, puis là, eux, qui étaient comme allés à l'intérieur, mais là, nous, on s'est squeezé avec, genre, des Français. Puis là, c'est là qu'on a fait comme, OK, on mange, il est déjà 1 heure, faut manger, puis il nous reste, moi qui pensais qu'il restait comme 13 kilomètres, il restait 20 kilomètres, là. Fait que c'est là que, justement, on s'est comme mis en mode un peu plus... on mange les kilomètres, là. Ouais, mais on se sentait toutes pas très bien après avoir mangé autant. Oui, parce qu'il y avait rien là-bas, fait que voilà. Il y avait des pâtes. Ouais, il y avait des pâtes. C'était des bonnes pâtes, là, mais tu sais, ça peut être lourd, là, avant d'aller courir le reste. Fait que là, on est arrivé au refuge Berthenay. C'est à ce moment-là qu'on a pris notre douche en 2 minutes. Puis après ça, qu'on s'est installé pour manger. Puis là, malheureusement, c'était pas le trop-service, là. Ben, je pense que c'était un trop-service, mais c'était comme... L'entrée, c'était des pâtes. C'était des pâtes, mais tu sais... L'entrée, c'était des pâtes, c'était après, pas de sauce. Polenta. Ah ouais. Non, moi, j'avais mis ma qualité de bouffe trop haute comparée au premier refuge. Je m'attendais à avoir la lasagne pis tout, comme au premier refuge. Mais là, non, tu sais, c'était comme la purée de maïs. Qu'est-ce que, genre, la plupart des coureurs, ça fait un peu mal au ventre. Ouais. Après ça, on avait des bines. Le maïs. Les bines, ça fait mal au ventre. Fait que, tu sais, c'était comme tout des trucs genre, ouf, demain, ça se peut que le ventre aille pas bien. Mais la vue, en se réveillant, le lendemain, au jour 3, était incroyable. On était du côté de l'Italie. Et ça, c'est une des vues que la plupart des gens parlent quand ils font le tour du Mont-Blanc, là. À ce moment-là, là, faut que tu ouvres grand tes yeux parce que la montagne, là, est au-dessus de toi, on dirait qu'elle va te manger, là. C'est tellement beau. Puis je veux juste faire une petite parenthèse par rapport au refuge Berthen où on était. Et quand on parle de communauté, là, de course, c'est incroyable. On est arrivé au refuge, puis je suis arrivée voir les filles à un moment donné. Les filles, ben je sais pas, voulez-vous dire comment ça s'est passé? Oui, parce que moi, j'étais pas là. c'est que dans le fond, on a croisé, là, je me rappelle plus de son nom. Moi non plus. Mais c'est l'ami de ta cousine. C'est ça, c'est l'amie de ma cousine, Jessica Doré, qui sont dans Tout Trail. Puis là, elle fait « est-ce que c'est vous les 3 filles de Immersion Mont-Blanc? Genre, j'ai écouté vos podcasts et tout. » Genre, ça se passe là, puis on est comme « Oh my God, ça fait tellement du bien de rencontrer quelqu'un qu'on connaît, là. » Tu sais, on était genre full émotifs. J'étais comme « Oh, ma cousine, c'est la famille! » Genre, wow! Ouais. Après ça, on a mangé autour de la table avec eux, puis elle est avec sa maman, qui a fait un gros accident, là, au début de l'année, puis elle faisait le tour du Mont-Blanc, là. Fait que, Puis, tu sais, c'est drôle parce que eux, quand ils étaient dans l'avion, ils se posaient la question, genre, ils calculaient nos jours, tu sais, ils avaient regardé nos stories puis ils essayaient de savoir à quel moment on allait partir le tour du Mont-Blanc pour savoir si on allait se croiser. Puis là, finalement, ils étaient venus à la conclusion qu'on allait sûrement pas se croiser pendant le tour du Mont-Blanc. Mais là, finalement, on s'est comme croisés, genre, c'était comme juste incroyable. Puis on a parlé du week-end trail, on a parlé de plein de sorties de course, on est revenu vraiment à la base. Puis il y a beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles après ça aussi qui m'en ont parlé. Le Tour du Mont-Blanc, je l'ai déjà fait en randonnée il y a 6 ans, puis c'est drôle, je l'ai trouvé plus difficile en randonnée qu'à la course. Ah ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est vraiment un parcours qui est
qui est accessible, tu te perds pas, c'est beau, il y a de la nourriture partout, tu te sens en confiance d'amener ta famille là-bas, puis là on le vivait beaucoup de voir plein de jeunes, en fait des gens proches de nous avec leur maman qui courait ou qui faisait la randonnée du Mont-Blanc, bref. On l'a vu, l'année passée, Stephanie Simpson l'avait fait avec ses 3 enfants. Cette année, Jean-Philippe Lebeau, qui est un des top coureurs dans notre communauté, l'a fait avec sa famille. Ouais. Je pense qu'il y a cet attrait-là aussi. Des fois, tu t'imagines d'ici, c'est le Mont-Blanc, c'est des montagnes gigantesques, c'est les Alpes, mais on sentait qu'on est bien plus reculé quand on fait Arikana ou le Tortel des Chic-Chocs, bien plus que quand t'es en Europe où tu croises des villages à chaque 3, 4, 5 kilomètres. Là. Les pires moments, c'est l'école. Ouais. Mais souvent, même pendant tes cols, t'es sur des fermes, puis tu croises des paysans. Ben oui. Puis après il y a ça, t'arrives dans le village. tellement de gens qui sont sur le parcours ouais, aussi, c'est ça. Tu sais. Puis une chose qui est curieuse, c'est que, ben comme je disais, je pensais que ça allait être vraiment difficile de faire le tour du Mont-Blanc à la course, mais après ça, j'ai juste réalisé que ça dépend juste de comment tu vas puis équiper comment. Fait que tu sais, des fois, de le faire en plus de jours, ça peut être encore plus difficile parce que tu traînes encore plus de stock, tu sais, au final. Fait comme, c'est pour ça que, tu sais, je trouve que c'est un parcours qui est vraiment accessible pour tous, dépendamment de la façon que tu veux le faire. Puis il va être tout autant difficile, il va être tout autant un challenge que tu y ailles en 12 jours, que tu y ailles en one shot puis que tu sois Mathieu Blanchard, là, tu sais, c'est... Au même titre, quand on regarde nos courses, je reviens, mettons, à une course de trail, Mathieu Blanchard qui termine l'UTMB en 20 heures, c'est exceptionnel, c'est quelque chose de physiquement impossible pour 99,9% du monde. Mais les gens qui le finissent serrés sur le cut-off, moi, ça m'impressionne tout autant pour des raisons différentes, mais il y a des gens qui passent 2 nuits dans les montagnes, au même titre qu'il y a des courses au Québec, quelqu'un qui gagne un 50 km en 4-5 heures, tu te dis, ça a aucun sens la vitesse, mais tu penses à la personne qui est partie, qui a fait une journée complète, tu te dis, il a été 2 fois plus longtemps sur ses jambes, c'est aussi impressionnant pour des raisons différentes, mais c'est pareil que le Tour du Mont-Blanc. Mais ils ont une force mentale encore plus que nous, parce que nous, on se dit, hey, ça va être rapide en tant que tel, mais... je pense à eux souvent, là, ça donnait de la motivation. Tu sais, on a croisé aussi d'autres Québécois, là. Leur sac à dos, là, c'était l'équivalent de genre le poids à nous 3 mélangés dans le sac, là. Puis ils nous ont regardé, t'es là, wow, vous êtes tellement bonne de faire ça avec votre sac à la course. J'étais là, non, là, si t'es pas vu, qu'est-ce que tu fais, là? Je pourrais pas traîner ton sac à dos, là. Je casserais. À chacun, il va avec son why différent. À chacun, il va avec ses motivations différentes. Puis c'est ce qui fait que c'est beau aussi. Puis c'est ce qui fait qu'il y a des belles rencontres à vous entendre. Et il y a eu l'épreuve elle-même, il y a eu les rencontres à travers ça aussi. Là. Ouais, vraiment. Fait qu'on s'est senti à la maison. On s'est senti chez soi là-bas, en fait. Fait que là, jour 3, vous partiez du refuge Berton pour vous rendre jusqu'à... Champais. Oh! Oui, on s'en allait en Suisse. Fait que on s'est rendu, c'est ça, jusqu'à Champais. Jour 3, on a fait... C'était une journée plus relax, je pense. Il y avait beaucoup de descente, en fait. On avait un 21 km de descente. Ouais. Il faisait chaud. Ah oui, journée très chaude, 21 km de descente. Karel, veux-tu en parler de la descente? Puis non, mais à cause de la chaleur, tu te rappelles? Ah oui! Ben oui, à un moment donné, il a fallu... Hey, j'en parle des bouts, là, mais là, c'est ça. Tu sais, je vous ai dit, j'ai fait un choc vagal avant de partir. Et là, ça recommence. Là, on est genre dans un creux, là. Là, j'ai chaud, là. Je fais genre mon cœur accélère. Fait que là, je fais, OK, là, les filles, ça va pas. Je me mets en petite boule, je me mets de l'eau dans la face, je suis comme, je vais m'évanouir. Puis là, tu sais, les filles étaient comme, OK, mets tes jambes en l'air, c'est tout. Puis finalement, ça a passé, mais ça, c'était une grosse journée. J'ai fait une sieste de 15 minutes aussi. Oui, pendant, en attendant notre pizza. Ouais. Au restaurant. Ah oui, ça a été je m'en rappelais même plus. Ouais. On oublie des bouts. Puis sinon, on s'est rendu... C'est à Champais qu'on s'est rendu puis qu'on s'est baigné. On a pris la décision. Ouais, tout habillé, on s'est baigné puis même que vu qu'on s'est baigné, il y a d'autres randonneurs qui nous ont regardés puis qui étaient comme c'est tellement une bonne idée. Première douche, ah ouais, fait que là ils sont venus avec nous se baigner, c'était vraiment ça c'est oui. Ouais. Je pense que c'est illégal hein. Mais il y avait plein de gens qui se baignaient. Il y avait des jeunes qui se baignaient là, fait que c'est la faute des autres. Mais tu sais, on est littéralement genre restés habillés quasiment avec nos souliers de course. Tu sais, on est comme, tu sais, les gens ils changeaient en maillot de bain. Nous, c'était juste comme ben on rentre dans le lac tout simplement. C'était comme la poursuite de notre course tout simplement. Puis après ça, on sort du lac, puis on continue à courir jusqu'au refuge. Puis mais est-ce qu'il y a des anecdotes à raconter en fait du jour 3? J'ai l'impression que que le jour 3 ça a été une renaissance, non? Non.
après le dîner, là, Ah Alex oui. et moi, là, Ah on oui, était c'est malades, là. Ah ça oui. allait Oh vraiment my pas God. bien. Ça me sortait de tout bord, tout côté. C'était horrible. J'aime qu'on ait passé de... me semble le jour 3, c'était parfait. Non, c'est vrai, ça nous sortait de tous les bords. Non, c'est ça, c'est exactement en sortant. Dans le fond, genre, là, il y a Karel qui a eu sa chaleur, tu sais, pis, tu sais, ça allait pas très bien à ce niveau-là. Pendant qu'elle faisait sa sieste, on commandait la nourriture. Moi puis Alex, on était vraiment contents de manger de la salade. Fait qu'on mange une espèce de énorme bol de salade, qu'on finit même pas la moitié de notre bol de salade. Ça rentrait pas, là. Mais puis là, après ça, je suis allée faire une sieste moi aussi parce que moi aussi j'avais trop mangé de salade. Là, fallait recommencer à courir. Mais Alex et moi, ça des deux côtés là, ça allait pas du tout. Puis là, je pense que c'est vraiment la salade, c'est quand même dur à digérer. C'était dur, là. Ça l'allait pas, là. Sérieusement, ça me tenait. Je me rappelle. Le restaurant à la Foulie, là. Ok, à la foulée. Ah oui, le seul restaurant, oui, c'est vrai. Puis La t'sais, madame, elle nous aimait pas parce La qu'on mangeait serveuse. nos chips en même temps, puis notre cidre, puis on mangeait une pomme, puis tu sais, on avait l'air de rien. Karel, elle s'en allait faire une sieste. Il y avait une tempête autour. De vent. Tout explosait. Puis il faisait chaud, là. C'était l'enfer. C'était horrible. Puis en plus, cette section-là est supposée être roulante, puis elle est supposée se courir. Tu sais, après la foulée, t'es supposé être content de courir là. Mais nous, là, on n'était pas capable de courir vraiment. Là, on se donnait des défis. On essayait de courir 5 minutes. puis là, On dépassait le monde, on s'arrêtait, on allait exemple dans les bois, aux toilettes. on croisait Ils nous dépassaient, là on les redépassait, on c'était l'horreur, on recroisait tout le monde. Ils le nous monde, aimaient pas parce qu'on était dans le bois souvent, là, tu sais. Puis... Ouais. Mais là, à un moment Puis donné, on il y a eu était dans le bois. Ouais. Puis moi, là, c'était quand même long à ce moment-là. Il va y avoir plein de surprises dans le documentaire d'aventure. Ouais, J'espère ça a que vous été avez le hâte. sujet de communication. Ben, tu sais, on a parlé beaucoup de ça, là. Ah oui, tu sais, parce des qu'on l'a besoins. pas mentionné, là. Mais guys, on a un micro accroché à nous 24 heures sur 24. Oui. Fait que quand on va aux toilettes, là, on entend tout, là. Va falloir Ouais. que l'éditeur... C'est synché. Là, il est en train de tout écouter, là. Je lui parle, moi, tous les jours, là. C'est super. Hey, Manu, on va le voir samedi, les filles. Vous allez voir, il est super smart. Mais, tu sais, dans le fond, c'est drôle parce que nos micros sont syncés. Puis quand, mettons, Alex puis Karel ont une discussion super intelligente avec Bjarné qui les passe en entrevue sur, genre, la place de la femme dans le sport. Moi, je suis peut-être aux toilettes en train de faire, genre... C'est bon. Bref, ça a super bien été à ce moment-là. Quand j'étais aux toilettes, là, le tonnerre s'est mis à tomber vraiment Ah fort. oui, ça fait peur. Et puis là, on s'est mis à courir un peu plus rapide. Puis là, j'étais comme, j'espère que ça va passer. On a pris un 5 minutes pour... Fait que là, il tenait, il mouillassait, puis là, on s'est mis à tout sortir notre stock. Genre, pendant 15 minutes, là, on a pris une pause, on sort tout notre stock pour prendre notre sac de poubelle, pour le mettre à l'intérieur de notre sac, puis mettre notre stock à l'intérieur pour, comme, faire l'imperméable. Les gens, d'habitude, il y a un truc qu'ils mettent par-dessus Ouais. leur sac, ce que j'avais. Mais bon. Puis finalement, il arrête de mouiller. Fait qu'on a tout fait ça pour rien. Parce que 200 mètres plus loin, il y avait le gros soleil, puis peu de pluie. Là. Fait que ça, c'était drôle aussi. Fait que voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Ben oui, on a dormi au chalet... À Champais. Chalet de la Grange. Oui. Si je me trompe pas. Ça aussi, on a vraiment bien mangé. C'était comme un petit risotto, une entrée encore là de salade, je pense. Je m'en rappelle plus vraiment. Oui, c'est ça. Mais je suis pas sûre, là. Je m'en rappelle plus vraiment, là. Mais il y avait toujours le dessert aussi à la fin. Puis... Ouais, fait qu'on a terminé la journée 3, puis ensuite, c'est suivi la journée 4. Donc, réveil encore, le classique 4 heures du matin, on commence à pacter nos affaires, puis on se rappelle que la veille, la fille du refuge nous mentionne qu'il y a un homme qui est mort au col je m'en rappelle plus. La fenêtre d'Arpette. À la fenêtre d'Arpette, il y a un homme là, elle l'avait pas dit, là, mais il avait 80 ans, il a glissé en bas puis il est mort, puis elle nous dit juste qu'il y a un homme qui est mort à cause de la température Parce et tout. que lors Si du vous voulez souper- mourir, allez-y à la fenêtre d'Arpette. C'est ça qu'elle nous a dit. C'est que la veille au souper, on était les trois à la table, puis notre gros questionnement, c'est est-ce qu'on fait la fenêtre d'Arpette ou
on la fait pas. Parce on voyait qu'à la météo, il annonçait vraiment des gros orages. Puis il y a une chose qu'il faut éviter, c'est être sur un col pendant un orage. Et on dirait qu'en haut de montagne, là, les orages, c'est comme fois 1000. Là. Puis moi, j'étais comme, moi, les filles, j'ai peur des orages. Là. Si je peux éviter d'être sur un col, ça va me faire plaisir. Fait que ça a été un sujet de conversation à la table. Puis là, c'est là que la gardienne du chalet, elle nous a dit, si vous voulez mourir, ben allez-y. Fait qu'on est comme, OK. Moi, ça me tentait encore moins. Emma, elle voulait vraiment le faire. Elle voulait vraiment le faire, car on était comme, on savait pas trop, là, puis c'est ça, c'est en se réveillant, finalement. Ouais, le lendemain matin, on a vu au loin les gros nuages, là, puis la décision, elle a été super facile, on le fait pas. Puis comme de fait, à partir de 6h30 jusqu'à 8h30, il y a plu, mais des averses, là, comme ça se peut pas, puis c'était pas des averses, c'est un orage. C'était un torrent, là. Ah ouais, incroyable. Puis des orages, des éclairs à chaque 10 secondes, là. Mais ce qui est hot, c'est que là, à ce moment-là, Bjarni était avec nous, donc on avait nos micros, puis sa copine aussi, mais on avait nos micros, puis on s'entendait au départ compter à quel point, tu sais, pour déterminer si l'orage était loin ou pas. Fait qu'au départ, on s'entendait, puis c'était comme 10 secondes, 12 secondes. Puis là, petit à petit, on était rendu à 1-2, 1-2, 1-2. Ça repartait, mais on savait pas si c'était le 1-2 d'un autre ou d'un autre ou d'un autre. Tu sais, je veux dire, on en avait aucune idée. Fait qu'on approchait le 2500 mètres d'altitude au refuge de bovins. Des bovines, ouais. Fait que ça a été un moment quand même dur. C'est, tu sais, les trails à ce moment-là étaient rendus des rivières. C'était des rivières, là, puis on entendait genre des glissements de terrain autour, peut-être pas des avalanches, là, mais tu sais, on entendait vraiment, là, des bruits qui étaient pas un orage. C'était, puis quand ça éclate dans les montagnes des Alpes, là, c'est pas comme ici, ça éclate et puis ça pète comme ça résonne, là. Ouais. C'est comme, tu sens que ça vibre tout autour de toi, là. Clairement, c'est des cols où si tu cries écho, ça fait écho longtemps. On s'entend, c'est n'importe qui était dans un endroit, une vallée, peu importe, mais là, c'est décuplé parce que les montagnes sont plus hautes. Fait que n'importe quel son, que ce soit une avalanche ou, je sais pas, une marmotte qui tombe ou peu importe quoi, c'est sûr que ça fait plus de bruit. Hein? Ouais. Exact. Donc, j'avoue que ça doit faire peur. On s'est posé beaucoup de fois la question, c'est quand qu'on va voir la marmotte à Yannick. Mais on l'a jamais vue. J'ai failli tomber quelques fois en pensant voir une marmotte, puis finalement, c'était pas ça. On en a entendu. Oui, on les entendait, puis on les cherchait, là, mais fait que finalement, on a prié le soleil, et puis le soleil est arrivé 2 heures plus tard. Oui, on était frigorifiés. Mais là, tu sais, qu'est-ce qui est comme con, c'est que les gens qui font ça en 5 jours, 6 jours et plus, ben ils partent à quoi? 7h le matin, 8h le matin, fait qu'ils l'ont pas eu cette averse torrentielle qu'on a eu, fait que tu sais, on est arrivé au refuge, nous on était détrempés, on avait vécu la peur de notre vie. Puis tu voyais les gens même pas mouillés avec c'est une belle journée finalement. C'est loin la grange. Oui, c'est ça, c'est loin. En tout cas, fait que on finit cet épisode-là de pluie, on est genre brûlé émotionnellement là. Tu sais, avoir peur comme ça là, ça draine beaucoup d'énergie. Ah oui. Fallait pousser fort aussi, on montait vite. On était comme déjà rendu quand même assez loin du refuge pour se dire on retourne de bord. Puis tu sais, tant qu'à y être, t'avances, tu sais. En fait, moi, je me rappelle, là, je fermais mes yeux à chaque éclair, puis je me disais, moi, je suis encore en vie. Continue. C'était comme... Karel, elle nous avait établi un plan de match, là, c'était comme, quand il y a un éclair, tu pitches tes bâtons! On évite d'avoir du métal sur nous! Finalement, on l'a pas fait, mais on pensait à tout ce qu'on pouvait faire pour se tenir en vie. Puis ben là, éventuellement est venue justement en fait là, les montagnes étaient juste dire que ces averses, cet orage-là, c'est énorme à voir, c'est très stressant, mais après ça, c'était tellement magnifique parce qu'on était vraiment haut, puis on voyait les nuages qui partaient puis qui venaient des montagnes, puis on aurait dit un film là, tellement c'était magnifique. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Puis on se sentait quand même forte aussi d'avoir pu passer au travers de ça puis d'être encore vivante. Comme Alex a dit, on était comme ok, cool. J'avais préparé ma mère, mais finalement pour l'alpinisme là, pas pour un orage. Ouais. C'est comme. Mais puis on était reconnaissante aussi de s'être écouté de pas avoir fait la fenêtre d'Arpette. On s'était dit, tabarouette, ça leur été quelque chose. Ouais. Puis là, on a commencé à descendre à ce moment-là. Puis on dirait que, tu sais, on est arrivé en haut là, c'était comme la paix là.
comme si, genre, le calme, là, tu revois la vie. C'est comme, wow! On se fait charger par une vache, mais sinon tout allait bien. Puis, ouais, c'est ça, il y avait des... Ah oui, c'est vrai. Karel est genre, oh, trop cool, la vache, c'est genre, Elle te mange. elle est en train de te manger, là, genre, va-t'en! Puis là, on avait une descente, puis moi, personnellement, on dirait que j'ai tellement vécu comme un gros stress que après, là, c'est comme si j'ai eu un regain d'énergie comme intense. Puis dernière journée, là, tu sais, c'est comme arriver à la fin d'une course entre elles, là, c'est comme, hey, c'est tes 5 derniers kilos, là, on dirait que t'as jamais couru, là, c'est comme go, go, go. Fait que, justement, on a descendu, puis j'étais en avant, je pense que j'ai un peu trop gonné la descente. J'allais vraiment, vraiment vite, je pense, pour une fille qui avait 100 quelques kilomètres, là, mais... Oui, puis c'est à ce moment-là, comme on a parlé au début de l'épisode, que Emma a call. Hey, il me semble le pèse, c'était un peu trop vite, puis comme de fait... ma cheville a tourné. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que je pense qu'étant donné que j'étais extrêmement fatiguée, je me suis juste pitchée sur le côté en tombant. Puis normalement, dans une course, ma cheville aurait versé comme ça, j'aurais fait « Oh! Ah! Ah! » Oups, tu sais. Mais là, mon corps a juste tombé sur l'effet de la fatigue, puis c'est là, je pense que ça a vraiment étiré le muscle. Puis on va le voir dans le documentaire, en plus, c'est filmé. Genre, je tombe par terre, puis direct, je le sais, là, je commence à brailler. Je sais au fond de moi que c'est déjà fini. Puis là, tu vois, il y a les filles qui sont comme, ah, ça va aller. Là, Emma, elle me disait, moi, là, quand j'avais fait le tour du Mont-Blanc, c'est même ici, j'avais arrêté, tu sais, c'est pas grave. Fait que mon expérience a été de redescendre. Il nous restait 1 kilomètre avant de tomber dans le village. Fait que ça, c'était vraiment une chance. Arrivé à ce village-là, gros moment d'émotion, faut que je quitte les filles. Et les bus, c'est genre dans 2 heures, 3 heures, je sais pas quoi faire, mais faut que je me rende à Chamonix. Là, je décide de faire du pouce. Fait que le monde, ben Alex m'avait dit que c'était super facile de faire du pouce. En Suisse, les gens sont vraiment, c'est un des pays les plus sécuritaires. Puis moi, avant d'arriver à Chamonix, j'étais en Suisse. Puis mon amie Fanny, où j'habitais, ben on est allé faire une hike, puis elle a dit, regarde, on fait le pouce. Fait qu'on avait fait 3 pouces, puis eux là-bas c'est comme t'as fait combien de pouces avant de te rendre à moi, tu sais. Fait que le monde sont comme habitués, ils ont grandi là-dedans. Fait que moi j'avais dit à Karel, ben s'il y a pas d'option, tu fais le pouce. Fait que j'ai fait du pouce, j'ai fait 4 pouces, mais au contraire, les gens me disaient, crime, tu fais du pouce, on n'en voit pas souvent du monde, t'es quand même, t'es courageuse à faire ça, ça pourrait être n'importe qui te prend. J'étais là, ah, ok, oui. Mais finalement, il y a une vanne de vacanciers qui m'ont pris, des petits gars de 8 ans qui chantaient des chansons. Puis tu sais, j'étais tellement émotive, là, je faisais sûrement fucking pitié, là, sur le bord de la route, mais genre. C'était vraiment un moment, tu sais, je pense qu'on est passé comme vraiment vite, là, sur ce moment-là, mais c'est un moment qui a été hautement émouvant. Le moment où est-ce que Karel est tombé, ça a été comme un moment où est-ce que, genre, Karel pleurait, je pleurais. Alex s'était fermée à ce moment-là parce qu'elle se sentait responsable. Ah oui, je me sentais coupable d'avoir été trop vite puis d'avoir accéléré puis tu sais, je parlais pas, je disais pas un mot, j'avais les yeux gros. Là, tu sais, là, à un moment donné, t'as comme fait ouf. Okay. Ben, c'est parce que moi, j'ai revu les images. Ouais. Et tu sais, j'ai vu Alex, comme à un moment donné, il y a comme Karel qui se retourne vers Alex puis il dit, puis toi, Alex, tu sais, puis là, Alex, tu vois, là, le sanglot. Ça explose. Puis, tu sais, au final, on s'est comme toutes vraiment comme resserré vraiment fort, puis on s'est comme fait un plan de match, on était solidaires avec Karel, puis on lui a fait comprendre à quel point, tu sais, comme sa décision, ça allait être la bonne no matter what, là, tu sais. Puis que c'est pas parce que, mettons, ça s'arrêtait là, mettons, pour elle, que c'était la fin du Tour du Mont-Blanc. Tu sais, avant, ce que je disais, il y avait pas ce travail, il y avait pas Garmin. Tu disais que tu avais fait le Tour du Mont-Blanc, mais est-ce que tu avais vraiment fini la boucle? Moi, je me rappelle que, dans le fond, j'ai réalisé mon Tour du Mont-Blanc, j'avais fini à Valorcine parce que je pensais que c'était là la fin, j'avais pris le train jusqu'à Chamonix. Tu sais, écoute, mais j'ai toujours dit que je l'ai fait le Tour du Mont-Blanc, puis je continue de dire que je l'ai fait le Tour du Mont-Blanc. Fait que... On a été un bon 1 heure, là, assis par terre, à manger, puis à se poser des questions, tu sais. Puis même, on demandait aux vidéastes, à Björn puis Sablon, vous, tu sais, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Parce qu'au moment où Karel a enlevé son bas, c'est là que ça l'a gonflé. Ouais. Puis, tu sais, c'était pas une grosse entorse, là, tu sais. Mais là, la question, c'était comme, si tu continues, est-ce que ça va devenir une grosse entorse? Fait que là, on posait des questions, tu sais, on voulait comme appuyer que les 3, on faisait comme la bonne décision de laisser quitter, tu sais, que Karel parte. Mais ils disaient rien. Eux, ils voulaient pas porter de jugement sur nos décisions. Ce qui est vraiment, vraiment correct. Finalement, tu sais,
il y a plusieurs fois, je me suis dit, j'aurais-tu pu continuer sur cette entorse-là? Mais non, là, le lendemain, j'avais la misère à marcher, puis je peux dire officiellement que je pense que c'est guéri aujourd'hui après 1 mois et genre 5 jours. Fait que pas une si petite entorse. Fait comme, c'est pas si pire parce que c'est 1 mois, mais quand même, là, tu sais, fait que... Je suis contente au final d'avoir arrêté, là. Ouais, puis en même temps, la course fait partie de ton mode de vie. Tu sais, mettons que tu décides de le finir pour finir parce qu'il faut absolument le finir, puis tu t'entêtes à ça, tu sais pas, ça peut passer de 1 mois de rémission à 6 mois, 1 an. Des fois, on a des histoires d'entorse que c'est des années parce que il y a plein de facteurs, chaque personne récupère, guérit de façon différente. Fait que, tu sais, rendu là, tu prends la meilleure décision que tu peux à ce moment-là, puis c'était probablement sage quand on voit qu'aujourd'hui, 1 mois plus tard, tu peux courir. Hein. Mais j'ai quand même dû canceller l'UTCC, le Trottoir de Chic-Choc, à cause de ça. Je me sentais vraiment pas prête à retourner dans le technique, là. J'avais peur de courir dans le petit sentier à côté de chez nous. Ouais. Je te confirme que t'aurais trouvé ça difficile. Ouais. Puis je suis contente d'avoir vu les conditions extrêmes que vous avez vécues, là. C'était très beau. C'était magnifique. Non, pour vrai, c'était vraiment magnifique, mais c'est sûr que je me suis fait, moi, une entorse, fait que, mais léger. Mais j'ai réalisé après, là, c'est juste que j'étais trop buzzée, je pense, pendant ma course pour le réaliser. Puis finalement, tu sais, pour revenir au... tu sais, on montait, on entendait des bruits qui étaient pas nécessairement des tonnerres. Il y avait eu un glissement de terrain, puis ils ont fermé la trail. Fait qu'on a laissé quitter Karel, puis c'était vraiment, vraiment triste, là. On pleurait, puis grosse émotion. Ouais. Mais là, moi puis Emma, on a pris la décision de continuer. Ouais. Puis on était en mode qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a su que le col de Balme était fermé, qui est la trail pour en fait du TMB, puis qu'il y avait des gens qui étaient restés pris à la fenêtre d'Arpette à cause des glissements de terrain. Mais tu sais, c'est vraiment fou parce que quand on est dans la ville, on entendait genre puis on savait pas trop c'était quoi, mais tu sais c'était vraiment genre les trails qui s'écroulaient littéralement. Fait qu'on a dû prendre la route pendant un bon moment jusqu'à Valorcine. Puis à Valorcine, on a pu dîner, on a pu rentrer à nouveau dans la trail, faire la dernière bonne montée, la dernière bonne descente. Puis honnêtement, Alex puis moi à ce moment-là, on a gonné. On a explosé les montées, explosé les descentes, on était complètement éclatés. C'était comme là, si on n'avait jamais couru de notre vie. C'est fou, ouais. Puis tu sais, c'était pas sur une petite montée puis une petite descente au total, ça a dû être 20 kilos au moins qu'on a explosé. Environ 20 kilos, puis tu sais, c'était comme le vidéaste, il a dit bon là les filles, c'est une bonne montée là. Nous, on s'en venait là vraiment sûrs de nous, puis comme on mangeait tout là. Ouais. C'était comme ça. On pensait beaucoup à Karel tout le long. On était, on avait des pensées pour Karel. Puis tu sais, on a eu des larmes aussi à plusieurs moments parce que genre ça, tu sais l'émotion là, tu sais c'est comme ma petite sœur là, Karel là. Fait comme de la laisser partir, tu sais, genre, j'arrêtais pas de pleurer, puis on dirait juste d'en parler encore, j'ai comme encore envie de pleurer, là. Faut pas que j'en parle trop. Mais, tu sais, on était comme, OK, là, on le fait, là, pour Karel, puis on dirait que plus vite on allait retrouver Karel aussi. Ça nous motivait vraiment. Puis si c'était pas de Alex, moi, j'aurais pris la route pour genre retourner à Karel le plus vite possible à Chamonix. Genre j'aurais dit c'est vraiment ça pour vrai là, j'étais genre OK, on va finir le tour mais passons par le plus vite là, allons retrouver Karel. Mais Alex c'était comme non, on fait l'adresse genre OK, c'est j'étais comme tant qu'à le faire, c'était comme soit qu'on le fait comme puis qu'on prend vraiment la trail ou on le fait pas là. J'étais comme c'est logique pour moi c'est pas une option de courir sur la route, mais c'est quoi j'allais dire qu'on allait vite dans les descentes. Ah oui, on allait tellement vite. Tu sais, j'ai pas eu de problème de sac ou de rien. Mais on allait tellement vite. Il nous restait peut-être 3-4 kilos. Puis là, on a pris une pause, petite boisson. Une pause qui a duré beaucoup trop longtemps, pas ça, finalement. Pendant 30 minutes, on buvait du coke. Mais j'avais mal dans le dos, là. J'étais éraflée, là, mais éraflée au sang. Mais juste à cause son dos. Ah oui. Emma a dit, ben non, c'est horrible, cache-moi ça, mais... C'est juste là, à ce moment-là, parce qu'on allait tellement vite, fait que je pense qu'avec le chaud, la sueur, le rebondissement du sac, ça m'a graffiné le dos, là, comme je me suis pas fait bronzer du dos depuis ce temps-là. Mais on n'arrêtait pas de se dire, oh my god, on va tomber, on va s'éclater, on va trop vite, on va s'éclater, on va tomber. Puis, comme de fait, je suis tombée, je me suis éclatée, là, mais, tu sais, on était comme, c'est chill. C'est la fin, là, c'est la fin. C'est drôle parce que Emma était devant, puis j'avais donc bien de la difficulté à la suivre. Fait que là, on changeait de place, puis Emma, elle était comme, voyons, tu vas trop vite. Fait que à chaque fois qu'on
échangeait de place. Mais on la était première allait juste trop vite, là. On était juste genre, c'est ça. Fait que c'était vraiment drôle, là. On s'encourageait full parce que les deux, on se disait à quel point l'une l'autre allait trop vite pour l'une l'autre, mais au bout du compte... Mais on allait tout le temps au même pace au final, là. On faisait la même affaire, c'est juste genre, oh my god, c'est impressionnant de voir elle en avant, à quel point elle va vite. Mais tu vas à la même vitesse, buddy, là. Ouais, c'était vraiment une belle finale. Puis il y a quand même quelque chose de drôle là-dessus, c'est que quand je dis que la pause était trop longue à la pause Coca-Cola, c'est parce qu'il y avait 2 personnes qui nous attendaient tu sais, il y a comme c'est la Flégère, je pense. Ouais, la Flégère, exact. Mais dans le fond, Alex et Karel, leur chum, venaient les rejoindre. Oui, ils sont venus et ils nous attendaient. Ils nous attendaient. Les chums les attendaient, genre, à la station de ski. Ils avaient pris, genre, le téléphérique pour les attendre. À 100 mètres, juste de l'autre côté de où que ils nous voyaient depuis 45 minutes, qu'ils prenaient notre coke, qu'ils mangeaient nos jujubes. Mais non seulement, il y avait le chum à Alex Alex, je vais te laisser tout te raconter. Mais il y avait aussi le chum à Karel qui était là. Fait quand on l'a vu, on lui a dit, t'es pas avec Karel? Puis là, il nous regarde. Puis il est comme, ben vous êtes pas avec Karel? Ah ouais, lui, il s'attendait pas à ça, puis là. Ça a pris 2 secondes, il est redescendu, il a pris le téléphérique. Puis là, nous, on n'arrêtait pas de se dire, pauvre Karel, depuis genre 5 heures, est seule à Chamonix, elle attend son chum, genre, qui nous attendait, nous, pendant, je sais pas. Ben oui, puis en plus, eux, ils étaient juste de l'autre côté de où qu'on prenait notre coke. Puis, ils voyaient 3 personnes. Fait que, tu sais, ils étaient pas comme, on dirait un garçon avec les filles. Fait que eux, ils pensaient qu'il y avait Karel. Tu veux pas dire qu'est-ce que ton chum il avait prévu? Ben en fait mon copain il m'a demandé en fiançailles en voyage. Oui, merci. Mais il voulait le faire à ce moment-là puis il était trop gêné. Il était trop gêné avec les vidéastes. Fait qu'il l'a fait comme dans un télésiège le lendemain là, bref. Mais ce qui est poche, c'est vraiment merveilleux là, mais c'est parce que depuis le début, on faisait la blague, que le plot twist du film, c'était Tom qui allait demander en mariage Alex à ce spot-là. Puis là, finalement, ça s'est pas passé, fait qu'on était comme déçus. Mais là, savoir qu'il voulait vraiment le faire, genre, non! Fait que voilà. Ouais, c'est il était trop gêné. Non, puis il nous suivait derrière, puis tu sais, nous, on était fatigués, là. Fait que quand j'ai vu mon chum, là, je l'ai même pas embrassé, j'étais juste comme, toi, t'es derrière le vidéaste, là, puis tu me parles pas! C'était comme, tu nous déranges pas, là, en ce moment, on fait un film, là. Ouais, puis c'est un girl's thing aussi, tu sais. Moi, j'avais pas le chum qui venait me chercher, là, tu sais, genre. Fait que c'était comme important qu'on finisse ça entre filles à ce moment-là. Fait que voilà. Oui, exact. Puis l'arrivée à Chamonix, est-ce que vous avez eu le moment à 3? Non, moi j'étais dans la chambre d'hôtel, je pouvais plus bouger. Là. Mon pied avait triplé de grosseur. Fait que j'ai juste attendu les filles. Puis Björn, il a même pas voulu monter au refuge. Mais on dirait qu'on y a pas pensé. C'est comme si... Mais je pense qu'on pensait que t'allais peut-être être là. Ouais, on pensait que t'allais être à l'église. On pensait que Karel allait être à l'église. On espérait vraiment que t'allais être à l'église. Je pouvais... Non, mais je comprends, là. Mais tu sais, on n'était pas là. Tu sais, d'une certaine manière, tu sais, on n'était pas là. On n'a pas non plus dit à Björn, hey, on s'en va à l'église. Tu sais, c'est comme... On était quand même assez explosé de la descente, puis j'ai l'impression qu'on... Tu sais, on est arrivé là, puis on est sur l'asphalte, on est assis. On frappait tout le monde avec nos bâtons, là. Il y avait tellement du monde. Là, on rentrait dans tout le monde. Un peu plus, puis on les poussait comme, dansez-vous, on finit le tour du Mont Blanc. Par-dessus, on a fini le tour du Mont Blanc. On avait juste hâte de voir l'église. Puis, en plus, Björn, il était comme, là, vous savez le trajet, les filles? Oui. Ouais. On savait pas partout de nous, on faisait juste le suivre, là. Fait que lui, il savait le trajet, là. C'était pas nous rendu là. Ouais, c'était une belle finale. On avait hâte, on piquait le monde. Mais notre moment à 3, on l'a vécu par après, c'est juste sans que ce soit filmé. Puis c'était vraiment émouvant, en fait, là. Genre, c'était... Ben, en tout cas, je pense qu'on a toutes pleuré. On était vraiment contentes de se retrouver. Puis, on a soupé ensemble aussi après. On a passé vraiment un beau moment. Puis, tu sais, on a raconté à Karel comment ça s'était passé. Puis, on lui a dit qu'elle avait rien manqué. Puis que c'était vraiment laid ce qu'on avait vu. mais en fait, on était comme rassurés que elle allait pas compléter avec son entorse, dans le sens que c'était tellement technique. C'était comme la partie la plus technique du Tour du Mont Blanc, là. Fait que on s'était dit, hey, mon Dieu. Parce qu'on y a pensé comme, hey, on va marcher les 20 quelques kilomètres qui nous restent. Mais, tu sais, on était comme, on est prête à faire 20 heures s'il faut, mais tu sais, finalement, ça aurait été du stock, là. Ouais.
Félicitations. C'est vraiment un récit vraiment intéressant. Je trouve que les gens vont pouvoir l'écouter puis oui, le vivre avec vous autres, mais aussi prendre des notes puis se laisser inspirer puis dire OK, quand on va le faire, on fera pas ça, on va faire ça et tout ça. Mais non, mais je trouve ça le fun parce que la façon que vous le racontez, il y a aussi un côté éducatif dans le sens où il y a plein d'options. C'est ça qui est le fun, je pense, du Tour du Mont-Blanc, c'est qu'il y a pas juste le tracé de l'UTMB puis de toute façon l'UTMB change chaque année. Il y a plein d'options puis là vous avez raconté vous les décisions que vous avez dû prendre avec la température, avec tu sais, on s'entend un ultra c'est ça, mais là c'est à un autre niveau, c'est 4 jours, c'est constamment s'adapter puis prendre des décisions. J'ai l'impression que c'est ça une aventure aussi comme ça. Ouais, mais ce que je trouvais vraiment exceptionnel d'une aventure comme celle-là, c'est de se rendre... Puis j'y réfléchissais beaucoup pendant que je faisais parce que je me disais, pourquoi maintenant je trouve ça moins difficile que pendant une course ou quelque chose? C'est qu'est-ce qui fait que... Mais c'est que on a notre petite maison sur notre sac à dos, puis notre seul devoir, c'est de se rendre du point A au point B. Ouais. C'est la seule chose qu'on a à faire, se rendre du point A au point B. Fait que comme tu reviens vraiment vite à la base... Le monde arrête de tourner autour de toi, mais ce qui est essentiel continue de tourner. Puis ça nous ramène vraiment juste super groundé au final. Fait que non, que ce soit la marche, à la course, n'importe comment, rapide, pas rapide, juste le fait de se rendre d'un point A au point B avec la course puis de s'entraîner. Maintenant, je sais pourquoi je m'entraîne, c'est pour que mes jambes me permettent toujours de me rendre d'un point A au point B. Genre. Ouais. Ben, c'est ce que... longest it is. Exact. Je pense que c'est Marianne qui avait déjà dit ça dans un épisode que je veux être à un niveau où je peux embarquer dans n'importe quel projet, n'importe quelle idée. On part de telle place, on s'en va à telle place. OK, parfait. De garder ce niveau physique-là. Puis c'est ce qui est le fun avec la course. Hein. Pour conclure, vous le savez, au dernier épisode, on avait fait des petits jeux, voir si vous connaissiez, savoir qui arrive en retard. J'étais calme. C'est pas le même genre de jeu, mais j'ai le goût, parce que je le sais, je le disais tantôt, il y a un côté éducatif là-dedans, parce que les aventures des uns influencent les autres, puis les gens vont écouter, vont dire, OK, j'ai le goût de faire ce genre de truc-là. J'ai le goût qu'on fasse un mini tour de table. Une chose que vous feriez de la même façon, parce que c'était votre bon coup de planification, de stratégie, de peu importe quelque chose de positif que vous dites, si quelqu'un veut le refaire ou si nous on le refait, on va refaire ça, c'est sûr. Et la chose que vous ne referiez pas. Fait que je sais pas s'il y en a une de vous trois qui a le goût de se lancer en premier sur une chose qu'on referait puis une chose qu'on referait pas. Je pense que notre sac était parfaitement pacté. On avait juste l'essentiel, puis j'aurais pas amené plus, j'aurais pas amené moins. Je sais que toi, Emma, t'as skippé le puffy, mais ça, c'était quand même un risque à prendre. Nous, on l'a pas mis nécessairement, mais je conseillerais de l'amener. J'avais plus de chandail chaud. Ouais. Fait que c'est juste j'avais pas le puffy qui fitait. Mais c'est vrai qu'on était vraiment là, on avait testé notre matériel là, puis on savait, il y avait rien qui était non essentiel. C'était pas lourd, notre sac à dos, il a pas fait mal. Il était ancré dans nous. C'était rendu nous, ouais. Ouais. Ça, c'est ton bon point, mettons. Oui, le point négatif, je pense que ça serait de skipper Saint-Gervais-les-Bains, là, puis d'aller faire l'école du tricot. Puis je rajouterais que si tu veux pas te faire un défi, tu sais, difficile et tout, tu peux le faire en 5 jours, ça va être un gros défi pareil, mais t'auras pas besoin de te lever à 4 heures du matin, puis tu vas peut-être pouvoir plus apprécier, mettons, le deuxième jour que nous, en fait, on a stressé, là, tu sais, t'enlèverais ce stress-là, surtout si t'es en vacances, quelque chose comme ça, là, ouais. Moi, une chose que je referais exactement pareil, là, c'est, ça a peut-être l'air bizarre, là, mais c'est, je m'étais tellement préparée au pire mentalement, j'avais l'impression que j'avais tellement trouvé ça difficile que j'ai pu qu'être agréablement surprise et je n'ai pu que être dans le moment présent à regarder les paysages parce que justement j'étais dans un bon état d'esprit tout le long du Tour du Mont-Blanc. Je me rappelais que la fois que je l'avais fait en backpack, j'avais trouvé ça tellement difficile puis je me rappelais pas d'avoir vu aucun paysage. J'avais été dans le, tu sais, j'étais out quasiment tout le long. Mais là, je me rappelle que j'ai pu prendre conscience de chaque pas que je faisais, de chaque montagne que je découvrais. Puis ça, je suis reconnaissante de ma préparation mentale parce que je m'étais préparée au pire. Et de ma préparation physique parce que clairement elle était on point puis j'étais assez en forme pour aller faire l'ascension après. Fait que je suis vraiment contente de ça. J'ai fait beaucoup de temps sur mes jambes puis ça l'a vraiment payé. Chose que je ferais différemment, j'y réfléchis encore. Je sais pas. Parfait. Ben, on dirait que je veux copier Emma, mais je veux pas te copier. Mais moi aussi, vraiment, là,
j'étais surprise à quel point j'avais autant d'énergie tout le temps. Puis c'est vraiment quelque chose que je garderais, puis j'aurais continué des 42-46 kilomètres pour des jours et des jours et des jours, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'en prendrais encore plus. Puis je garderais vraiment, là, la quantité 42 kilomètres. Je trouve que ça se rentrait quand même bien. C'est sûr que des fois, on était plus serré. Ce que je changerais, peut-être le vidéaste. Ouais. J'ai l'impression que c'est fou parce que c'est là que tu te réalises que quand exemple Mathieu Blanchard il se fait un film, ben il est filmé comme ça, tu sais, il est 24 heures sur 24 avec le gars qui a un micro 24 heures sur 24. Par contre, je pense que personnellement, tu sais, première journée, à un moment donné, j'avais juste hâte d'arracher mon micro puis de faire comme là, tu peux t'en aller, moi puis les filles, on va rentrer dans notre refuge, c'est laisse-nous comme on t'a assez vu là. Il était vraiment gentil le vidéaste là, mais je pense que c'est quelque chose que puis autant que j'en ai pris du fun à les jours d'après, prendre la GoPro, parler à la GoPro, c'était comme mon petit plaisir là de parler à la GoPro, mais autant que des fois j'étais comme il est trop. Ouais. J'étais comme tannée de tout le temps avoir quelqu'un qui me dit stop, fais ci, fais ça. Fait que ça, je le changerais, quoique, tu sais, c'est une expérience. La journée 4 était beaucoup mieux. Oui. La journée 4, elle a été beaucoup mieux. La première journée, elle a été effectivement extrêmement difficile. Puis ça, c'est quelque chose que je suis totalement d'accord que c'était difficile j'ai explosé en pleurant, en fait, à la fin de cette journée-là parce que je me sentais tellement mal. Puis j'avais trouvé ça tellement demandant. Puis il y avait même des enjeux business qui m'apportaient en partant. Puis j'étais comme, my God, je peux-tu juste vivre mon tour du Mont Blanc? Tu sais, comme, ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Fait que pour nous, de faire ce film-là, c'est comme un gros, tu sais, c'est beaucoup de travail, mettons, qu'on aurait pu... Mais en même temps, ça nous fait réaliser ce que c'est toutes les movies de Banff. Ouais. Eux, ils sont filmés. Tu sais, c'est la même chose. Ils s'en vont en expé, puis ils sont filmés, puis on a vécu ça. Mais est-ce que je le ferais à toutes mes aventures, à toutes mes... Non, tu sais. Mais c'est juste une autre expérience, tu sais, puis ça fait comprendre c'est gros comment, là. Fait que, c'est comme, oui, je suis contente de l'avoir vécu, puis j'ai eu du fun à le faire, mais des fois, tu sais, c'est peut-être la seule chose que je changerais, là. Puis je suis totalement d'accord avec Alex, j'aurais dit la même chose, puis comme elle l'a déjà dit, je vais répéter en fait ce que j'ai déjà dit, pour moi ça va être, je vais le traiter peut-être plus au niveau volet ascension, mais ça va être aussi pour n'importe qui veut se lancer dans ce type d'aventure-là, c'est de questionner ce qui a déjà été fait ou ce que des guides ou des gens qui semblent s'y connaître te disent de faire, de questionner puis de trouver ta bonne solution à toi parce que pendant l'ascension, justement, j'ai comme trop écouté mon guide, j'aurais dû le questionner, j'aurais dû, tu sais, trouver d'autres solutions avec lui, puis c'est ce que j'avais pas assez fait, je trouve, je m'étais pas assez fait confiance, fait que je pense que même c'est applicable aussi pendant le tour du Mont Blanc, tu sais, si j'avais écouté tout le monde qui disait que 5 jours ça aurait été mieux puis 4 jours c'était trop, je l'aurais jamais fait, alors que clairement c'était très possible de le faire, puis ça aurait été possible de le faire en 2 jours si on avait voulu, fait comme, tu sais, puis une journée rendue là, tu sais, why not? Mais d'avoir fait ça en 4 jours, moi, ça m'a donné quasiment le goût de le faire en une journée, d'essayer un 100 miles. Mais je pense qu'il me manque d'expérience, mais moi, j'ai toujours été comme, j'aime les petites distances. Puis de voir à quel point j'étais capable de faire autant en 4 jours, je me suis dit, crime, rendu là, je vais le faire en une journée. Fait que ça m'a mis un petit questionnement. Un jour dans ma vie. J'ai 100 miles le plus difficile au monde l'année prochaine dans les Chic-Chocs. Ah, je serai pas là, je vais être en Suisse. Rien, c'est vrai. Qu'est-ce que t'attends? Le plus difficile au Québec. Je vais les faire en Suisse. Dans le monde. C'est vrai, ça? Oui! Au monde! Yannick, tu peux tout nous expliquer ça. Je vais laisser l'épisode qui est paru la semaine passée l'expliquer. Tout ça pour dire félicitations pour votre tour du Mont Blanc. Je pense que ça a été le fun de vous écouter avant, après. Je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans ce tour-là, de un, vous allez être d'excellentes ressources. Je suppose qu'il y a plein de gens qui vont vous écrire avec des questions, mais je pense que ce combo d'épisodes-là va être intéressant aussi d'y revenir parce que on a votre état d'esprit avant, vos appréhensions, comment ça va se passer, puis on a le concret, comment ça s'est passé, puis je suis agréablement surpris de voir que
ça s'est quand même passé comme vous le pensiez. Oui, il y a des pépins, oui, il y a des changements, c'est normal, mais somme toute, ça semble avoir été une super expérience. J'ai très hâte au film. Je sais que ça a dû être difficile de le vivre, comme tu viens de le décrire, Alexandra, mais on a très hâte de le voir. Est-ce qu'on a un horizon de où, quand, comment? Oui. On n'a pas un horizon encore de où et comment. Ben, en fait, oui. Mais vous pouvez vous attendre de le recevoir, de le voir. En fait, je vais l'annoncer en primeur. Là, il va y avoir des retraites de courses éventuellement organisées par le 6am Club en collaboration avec B-Side Habitat. Donc là, ça va être la première fois où est-ce qu'on va pouvoir l'offrir aux participants de la retraite. Donc ça, c'est 20 au 22 octobre. Fait que ceux qui vont vouloir participer à cette retraite-là, on va pouvoir. Mais ensuite, ça va être en salle de représentation pendant le mois de novembre. Un petit peu en décembre, puis ensuite on va passer à l'année prochaine, le février, puis éventuellement on espère dans les festivals de films, fait que ça va être des représentations, mais ça vient vraiment vite, c'est incroyable que ce soit notre éditeur est formidable. Mais c'est un excellent plan de match. On va surveiller ça, aller suivre si c'est pas déjà fait, les 3 filles. Puis je vais aussi le partager parce qu'il est pas sorti du bois la chance d'être le partenaire média pour ça. Fait que moi j'ai hâte de savoir, je le sais pas plus, mais j'ai hâte de savoir c'est quand, mais c'est super excitant, c'est le fun quand ça sort aussi rapidement après. C'est rare, d'habitude les films on l'a 1 an, 2 ans après l'aventure. Là c'est une surprise pour nous. C'est direct, mais c'est une excellente nouvelle. On va surveiller ça. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Je le sais que c'est intense de faire 2 podcasts comme ça, un avant puis un après, mais je pense que les auditeurs, en tout cas, moi, avoir l'engouement du premier épisode, pas de doute que ça intéressait les gens, puis j'espère que les gens vont autant apprécier le 2e. Merci, Yannick. Merci. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal du podcast, Capic 1, qui est le partenaire caféiné, Ubald, le partenaire de Gin. Là, aujourd'hui, on avait du kombucha, on était quand même en soir de semaine. C'est pas un partenaire du podcast, mais on peut le dire. Est-ce que vous avez aimé votre kombucha? La dernière fois, on avait eu, je me rappelle pas c'était quoi, c'était les cactus kombucha. Là, j'étais allé voir la place boutique gourmande dans Saint-Joseph, je leur fais une plug, mais ils ont plein de super kombucha. Puis là, c'était le fou de l'île. En canette cette fois-ci, gingembre, la meilleure kombucha au gingembre que j'ai goûté à vie. Wow. 100%. Et cette fois-là, Emma n'a pas fait de dégâts. Mais Karel, Karel, oui. Fait que, un jour, on va peut-être refaire un 3e épisode ensemble, et ce sera peut-être là qu'Alexandre va faire un dégât. Mais non, on blague. Il était vraiment bon. Fait que voilà. Je remercie aussi Noctem, qui est le partenaire de bière du podcast, puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Et voilà. Après 3 fois, t'es habitué, là. Félicitations! Écoute, tout le temps, je suis là, c'est là que je te croise en train, je suis comme...